C'est bien beau d'avoir les idées, de vouloir faire les choses. Il faut que l'environnement le permette. Moi, je me dis que avoir des entreprises qui meurent parce qu'on a mal géré, ça, c'est pas l'État qui va venir nous permettre de pouvoir gérer correctement une entreprise. Tu as des gens aussi qui ont l'imagination pour se dire mais franchement là on pourrait optimiser. Mais lorsqu'ils vont produire la solution, quand ils vont présenter aux personnes qui doivent avoir l'intérêt pour ça, eux ils s'en foutent un peu, tu vois. Je pense que c'est trop facile de dire toi tu te lèves, ça va faire ton entreprise, il faut te balayer. Bienvenue sur le deuxième épisode de Decrypt Life Talk. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet qui concerne toujours l'Afrique. On veut savoir quelle est la contribution de l'Afrique aux nouveaux enjeux technologiques. Comme on a dit la dernière fois, comme Romaric l'a dit, si vous avez suivi, en termes de technologie, les informations sont beaucoup partagées et tout. Et du coup, on veut savoir comment est-ce que l'Afrique exploite ces ressources-là pour pouvoir contribuer à l'évolution technologique. On sait que les États-Unis ou peut-être la Chine et tout, ils ont un impact fort en termes d'évolution technologique. On peut parler en termes d'IA ou peut-être en termes de véhicules autonomes. On ne va pas parler de ces sujets spécifiquement, mais on veut savoir comment, globalement, je me répète, comment globalement l'Afrique utilise toutes ces ressources-là pour contribuer à cette évolution technologique. Donc, on est toujours aujourd'hui avec Romaric, Boris, Théo. Donc, moi, je suis Arnaud Latsé, développeur web depuis déjà un peu longtemps, et du coup je laisse la parole à Romaric. Désolé de vous interrompre dans le début du live talk, mais malheureusement nous avons rencontré un petit problème de son durant les 2 prochaines minutes qui a particulièrement impacté la voix de Romaric, ce qui me contraint d'intervenir en voix off pendant ce laps de temps pour résumer ses interventions. Alors ici Romaric se présentait, il s'appelle Romaric Kwasi contrairement à ce qui est écrit sous sa carte. Une erreur de ma part, ce sera évidemment corrigé au prochain épisode. Revenons à nos moutons, Romaric Kwasi est développeur et il réside actuellement à Abidjan. Il dit on essaie de développer comme on peut. Vas-y Théo. Moi, c'est Théo, je suis développeur mobile, je suis basé à Abidjan. Bon, le doyen du groupe. Moi, c'est Boris Satsé, financier, passionné de tech et de technologie, basé à Abidjan également, Côte d'Ivoire. Moi, il dit, je suis basé, voilà, je suis ivoirien. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par le ressenti. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique dans sa contribution à l'évolution technologique globale et tout? Bon. Lors de cette intervention, Romaric expliquait que l'Afrique est plus dans une démarche de suivisme et de régulation que d'innovation. Un peu comme le fait l'Europe alors que l'Afrique est sur un important retard. Pour lui, cette combinaison de suivisme, régulation et retard ne favorise pas l'innovation. La meilleure option, toujours selon lui, serait de commencer par simplement suivre, copier, puis à se servir de ses expériences pour innover. C'était ma dernière intervention en voix off. Je profite de cette occasion pour vous demander de lâcher un like et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est la preuve de votre soutien et ça nous encourage énormément. Aussi, au fil de la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos opinions en commentaire. Nous sommes curieux de connaître vos avis. Sur ce, bonne vidéo. Bon, moi, je suis pas totalement de cet avis-là. J'ai une lecture un peu différente de la situation. Je pense que ce qui manque à l'Afrique, c'est les politiques. Des politiques qui vont aller dans le sens, par exemple, de soutenir des startups qui, elles, vont développer ces technologies-là sur le continent et puis ensuite faire de la R&D. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'accessibilité de la technologie en elle-même. Il y a le fait de pouvoir s'approprier cette technologie-là, pouvoir l'adapter à ses réalités. Et puis ensuite, il y a l'innovation. Mais l'innovation, ça passe par la R&D. Et pour pouvoir le faire, il faut des licornes, il faut des startups qui, elles, vont être à la pointe de la technologie là, et puis qui vont développer des solutions qui sont typiquement africaines. À ce niveau-là, quand je dis que je suis pas totalement d'accord, c'est parce que justement, elles existent. Il y a des solutions qui existent, qui sont à la pointe de la technologie et qui apportent des solutions concrètes au quotidien des Africains. Quand on prend par exemple un produit comme Orange Money, c'est un produit qui est innovant et ça n'existe pas en Europe, Orange Money. En Europe, ils ont des moyens de paiement qui sont différents, qui sont adaptés à leur réalité. Et en Afrique, ici, avec le mobile money, on a un écosystème qui est différent, qui est adapté à nos réalités, qui permet d'adresser, par exemple, des clients qui ne sont pas bancarisés, qui leur permettent de faire des transactions de manière instantanée et autres. Et ça, c'est une technologie innovante. Enfin, c'est pas innovant dans l'absolu, c'est pas à la pointe, mais avec les technologies qui existent aujourd'hui, on a pu développer ces solutions-là. C'est ce que je voudrais dire pour le moment. Ok, moi je prends vos avis, je vais pas intervenir d'abord, laissez tout le monde parler. Théo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Bon, moi, je pense que c'est un peu tout ce que les gars ont dit. C'est juste qu'il y a un problème déjà avec nos États qui n'investissent pas assez dans la recherche. Et puis, l'autre point aussi, c'est que on n'a pas de grosses entreprises dans nos pays là qui permettent en fait de tirer la recherche vers le haut en investissant de l'argent. Donc, c'est un peu ce que les autres ont dit, quoi.
Vas-y, Boris. Est-ce que c'est aux États d'investir dans la recherche? Bon, je pense que si, hein, parce que la recherche, c'est un domaine plutôt académique, c'est un domaine plutôt lié, disons, au ministère de l'Éducation ou bien, je sais pas. Donc déjà, il y a un minimum que l'État doit faire et ce minimum-là, il n'est pas fait. Par exemple, si tu vas dans les universités dans nos pays, là, en général, tu vas voir que les centres de recherche n'ont pas des budgets de ouf, hein. Et puis même quand on regarde les budgets annuels, par exemple, de l'État ivoirien, ce qu'ils allouent à la recherche, et puis si on compare avec ce que la France alloue à la recherche chaque année, là, genre peut-être même que la France fait 10 fois plus, ou bien 20 fois plus que la Côte d'Ivoire. Bon, après, c'est Oui, pas, parce qu'on n'a pas les mêmes c'est moyens. pas, C'est On ça. n'a pas les mêmes moyens. ouais, c'est ça aussi. Il n'y a pas les mêmes moyens, mais quand même. Mais je pose une question qui est la suivante, pour aller dans cette même direction-là. Certes, on pourrait dire que l'investissement dans la recherche n'est pas important, n'est pas conséquent, mais je veux revenir au niveau de la formation, parce que c'est le point d'entrée. Pour arriver à la recherche, il faut avoir des personnes qui sont bien formées, qui sont à la pointe de ce qu'il faut savoir dans le domaine, pour pouvoir maintenant ensuite aller chercher des méthodes, des technologies qui n'existent pas encore. En Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, les pépites en termes de ressources humaines, elles partent quand elles sont bien formées. On parle de fuite de cerveau. Moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a des efforts qui sont faits, qui ne sont certainement pas conséquents comme ceux des pays développés, mais quand on investit dans des personnes qui arrivent à acquérir des compétences clés, ben, ces personnes-là, elles ne restent pas, elles s'en vont. Est-ce que ce ne serait pas justement là un problème majeur, justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Théo? Là, je pense que le truc, c'est que ce problème-là, les personnes qui sont formées, qui partent, je pense que c'est plus parce que ici, on n'a pas déjà les structures ou bien les entreprises ou bien, je sais pas, que ce soit les L'écosystème, équipements de construction, l'environnement, l'infrastructure. exactement, l'écosystème Ouais. et l'infrastructure pour pouvoir porter les projets de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que elles sont attirées vers l'extérieur. Parce que c'est pas seulement pour un salaire, mais parfois, tu as envie de faire ton travail, ce que tu aimes, et un projet qui va être novateur, mais tu n'as pas, comme tu l'as dit, l'écosystème ou bien l'environnement adéquat pour faire cela. Et ce que je pense tout à l'heure dans mon intervention, peut-être, elle était un peu truc, mais pour rejoindre ce que je dis, c'est que, à la différence, quand tu prends d'autres pays, il faut d'abord créer cet écosystème-là. Il y a quelques années, il y a des pays qui n'avaient pas cet écosystème-là dont on parle aujourd'hui, qui sont dans les top pays comme la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord créer cet écosystème. Et comment on crée cet écosystème? D'abord, c'est ça qui pose peut-être le problème de l'Afrique. L'Afrique est rentrée dans un marché compétitif et eux, ils doivent apprendre à construire les bases pour pouvoir rentrer véritablement dans ce marché-là. Mais ils veulent faire comme les autres. Les Chinois, ils ne se sont pas emmerdés avec ça, au fait. Les Chinois, on les a critiqués tous les jours ici. Quand ils faisaient leur téléphone bombe, on les a critiqués ici. Mais aujourd'hui, là, ils sont les leaders avec des Huawei et tout ça. Nos gouvernements doivent mettre en place d'abord cet écosystème. Et ça passe par quoi? Par d'abord encourager aux champions nationaux et à consommer national. De telle sorte que même si quelqu'un a fait un produit qui n'est pas au standard européen, c'est pas le top, c'est pas le super produit du marché. Nous, frères, nous, en tant que ces frères africains, on va consommer ce produit-là de notre frère pour pouvoir l'encourager de telle sorte qu'il puisse s'établir, avoir les fonds et petit à petit mettre la structure et l'environnement en place pour pouvoir aussi encourager d'autres personnes à faire de même au fait. Et c'est ce que le gouvernement doit faire au fait. Pas se cantonner à les Européens, ils sont, parce que comme je dit, les Européens, ils sont dans le standard. Eux, ils ont déjà tout accompli. Eux, ils ont déjà leurs règles. Donc, même ce qui vient de la Chine, ils ont refusé un temps tout ce qui venait de la Chine. Pour maintenant, aujourd'hui, la Chine a dépassé ce niveau de bricolage pour devenir quelque chose de plus moderne, de plus standard, qui rentre dans les normes européennes. Nous aussi, on doit apprendre à aussi se dire qu'on n'est pas obligé de commencer à ce niveau-là. On peut commencer un peu plus bas, mais avec des règles ou bien des lois du gouvernement, on encourage ces personnes-là en consommant chez ces personnes-là. Plus on avance un peu. C'est ça que je voulais exprimer au début et tout ça. Donc, c'était ça. Moi, ce que je vois, j'ai déjà envie de dire même que avant de parler de cette histoire de cadre, après je pense que ouais, le cadre ça joue un peu, mais genre, on n'a pas assez de gens qui se penchent vers l'innovation en fait, tu vois. Parce qu'en fait, la majorité des trucs qu'on a, c'est des personnes qui vont réaliser, tu vois, des petits projets banals, des petites applications et tout. Comme on a parlé par exemple de Orange Money. Orange Money, c'était bien en fait le fait que, comment on dit ça, des entreprises se penchent sur une problématique locale qu'on a pour essayer de trouver une solution. C'est comme ça en fait qu'on va vers l'innovation.
Mais moi, j'ai l'impression que on n'est pas dans... C'est-à-dire, on n'a pas une mentalité qui permet ça, en fait. C'est-à-dire, on a une mentalité qui se contente beaucoup. De base, avant de parler de cette histoire de gouvernement, genre, vous êtes centré sur l'humain lui-même. Je trouve qu'on a beaucoup une mentalité qui se contente beaucoup. C'est-à-dire, on a un truc qui fonctionne, genre, on n'essaie pas d'optimiser. On se dit pas, ah, mais ça, franchement, faudrait qu'on trouve un moyen d'optimiser ça pour que ça nous prenne moins de temps, ou bien peut-être automatiser ça complètement, tu vois. C'est rare, en fait, de voir des gens qui ont cette façon de penser pour essayer de toujours, ah, il faudrait qu'on optimise ça. Et puis souvent, tu as des gens aussi qui ont l'imagination pour se dire, ah, mais franchement, là, on pourrait optimiser. Mais lorsqu'ils vont produire la solution, bah, quand ils vont présenter aux personnes qui doivent avoir l'intérêt pour ça, eux, ils s'en foutent un peu, tu vois, parce qu'ils se disent, bon, on est habitué à notre système, on va continuer dans ce système-là, on va pas se casser la tête, genre. Et puis, il y a un peu une histoire de peur de changement pour dire, ah non, ce qui vient là, c'est trop compliqué, sans même prendre le temps même de bien analyser pour voir, genre, l'avantage que ça leur apporte. Donc, se centrer sur l'humain de base même, je pense qu'on a un peu cette problématique. Maintenant, après ça aussi, l'une des choses qui pourrait jouer, c'est le budget, tu vois. Parce que ce que moi je sais de la Côte d'Ivoire. Après, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire pour les auditeurs. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire parce que nous tous, on est ivoiriens, on a Théo qui est sénégalais, mais bon, il est en Côte d'Ivoire, donc on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. De base, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette histoire de la mentalité des gens de base, en fait? J'ai beaucoup parlé aussi. Bah, mentalité, je pense que c'est, est-ce qu'on n'est pas dans un cadre de genre de suivisme en fait? Peut-être c'est pas que la mentalité est un truc, mais quand tu te dis que bon, tu vas faire quelque chose et puis ça va rapporter, tu te casses pas la tête en fait. Mais Ça justement, demande genre le justement, poids que toi tu penses que ton action aura en fait. Donc la mentalité aussi est due aussi au cadre en fait. C'est ce que je veux dire. La mentalité aussi vient du cadre. Si toi par exemple tu es en Amérique, tu te lèves, on te dit que tout est possible. Le rêve américain, tu te lèves, tu te donnes les moyens de pouvoir faire un logiciel ou bien une application, ou bien je sais pas, un service. Tu sais que ce sera porté et que demain, parce que dans ton pays, le cadre est déjà présent. Tu sais que déjà, toi, tu as déjà ce pouvoir-là de pouvoir impacter le monde. Là. Mais tu ne seras pas dans cette mentalité de dire, ah, de toute façon, s'il est fermé, ça va partir quelque part. Non, il y a ça au fait. On est dans un cadre où toi-même, tu as fait tes choses là-bas, tu as laissé, qui va regarder pour toi? Hein? Les gens même, ils sont à se soucier de comment ils vont gagner l'argent aussi à gauche, à droite. Ils ne sont pas dans ce débat-là. Donc, toi, ton projet ne va pas porter. Donc, ta mentalité aussi vient aussi du fait que le cadre ne soit pas présent. Et ouais, je pense que peut-être c'est là aussi, la base, c'est d'avoir le cadre. Et le cadre, là, on peut dire que non, ça passe par changement de mentalité, mais c'est lié aussi au fait que de la partie politique, au fait. Il y a un apport politique pour dire que soit, c'est aussi simple que ça, c'est de dire on consomme par exemple national, on consomme des choses qui viennent du pays. Ça seulement, tu vas voir qu'il y aura un petit gain de niveau d'innovation en fait. C'est pas, on peut pas peut-être à l'échelle de notre pays, comme on est un petit pays, faire ces choses-là parce que bon, on peut pas se comparer peut-être au mastodonte comme l'Inde ou la Chine ou tout ça. Mais à l'échelle du pays ou bien à l'échelle même du continent, se dit, il faut commencer à encourager les projets et les trucs qui viennent du continent. Si tu parles en termes de mentalité, ce que je vais te dire, c'est pas la mentalité de quelqu'un qui veut abandonner, mais la mentalité de quelqu'un qui ne pense pas à sa communauté. Peut-être c'est cette mentalité-là, en fait, qui n'est pas bonne, en fait. Le fait de ne pas vouloir encourager les petits projets ou bien les choses qui sont nationaux d'abord. C'est d'abord passer par ça, passer par les choses qui sont propres aux Africains. Quand on veut faire des choses, on dit, OK, est-ce qu'il y a quelque chose, une alternative qui existe, par exemple, en Afrique? Oui. Même si au départ, ce ne sera pas la plus calée des technologies, on va dessus, on encourage le projet. Et quand ce truc-là va grandir, là, petit à petit, ça va aussi encourager d'autres, ça va créer le terroir pour pouvoir encourager d'autres à le faire et on va avancer de la sorte, au fait. Et là, tu vas voir que la mentalité aussi va suivre. Ça passe aussi, je pense qu'en Afrique, ça passe beaucoup par les politiques. En tout cas, selon moi. Je suis partiellement d'accord avec vous. Il y a les politiques, il y a la création d'un environnement qui soit propice à l'épanouissement des startups. Il faut un environnement financier propice pour que les jeunes talentueux puissent créer des startups. Après, on pourrait ajouter un autre point qui est celui d'encourager aussi les investisseurs à pouvoir investir dans des startups ici. Mais en résumé, tout est question de stratégie. Quelles sont les stratégies que les politiques mettent en place pour pouvoir rendre le marché africain intéressant pour qu'on puisse y développer des entreprises technologiques? De mon point de vue, c'est là que se trouvent les réponses et c'est un peu ce que vous dites pêle-mêle. Oui, exactement. Merci de m'avoir rejoint vers la fin. Comme tu as dit, la fin, c'est les stratégies que les politiques vont mettre en place pour résoudre ces problèmes. Et est-ce que le politique en Afrique, le problème, je pense que c'est rangé aussi par le plus gros phénomène qu'on connaît nous tous, c'est la corruption.
parfois, je suis sûr qu'il y a des initiatives politiques, mais qui n'aboutissent pas à cause de la corruption, en fait. Ça, c'est un problème au niveau de Bon, l'Afrique, en général. moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que pour moi, c'est tout ça, Mm. c'est dans le même panier. C'est-à-dire que Effectivement. si on veut atteindre un objectif, la corruption va passer à la trappe au passage, en fait. C'est parce que on n'est pas rigoureux dans les objectifs qu'on veut atteindre qu'il y a des problèmes de corruption. Ça, c'est mon point de vue, quoi. Si on veut atteindre un objectif, il y a des moyens de pouvoir éradiquer la corruption qui existe, qu'on peut mettre en place. Voilà. Le plus souvent, c'est parce que les politiques elles-mêmes sont corrompues. Elles prennent l'argumentaire de vouloir développer des choses pour elles-mêmes s'enrichir. Donc, ça veut dire que l'objectif final, ce n'est pas d'atteindre l'objectif qui a été annoncé, c'est de se remplir les poches au passage. Mais le jour où l'objectif serait effectivement d'atteindre ces objectifs-là, je pense que la corruption va passer également à la trappe parce que les moyens et les techniques pour pouvoir se départir de la corruption existent. Donc, c'est juste une question de volonté politique. Du point de vue purement entrepreneurial, rien n'empêche que les entrepreneurs investissent dans ce domaine-là. On a plusieurs types d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs locaux qui peuvent, eux, investir dans ces domaines-là. On a des entrepreneurs comme ceux qui ont investi dans Jamo. Bon, après, on a les entreprises occidentales telles que Orange qui ont investi dans Orange Money et autres, ainsi de suite, qui peuvent développer des technologies, qui peuvent créer un écosystème technologique local, vous voyez, qui ne seront certainement pas souverains, mais le fait de pouvoir avoir des entreprises dans cet écosystème-là, ça permet d'avoir un écosystème qui, lui, ensuite va attirer d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs au fur et à mesure. Donc aussi, la diaspora, on parle de cerveaux qui s'en vont, mais on a aussi des cerveaux qui reviennent avec un savoir-faire, qui reviennent avec des moyens financiers, qui peuvent leur permettre de pouvoir développer des entreprises florissantes ici, parce que aussi, l'Afrique dispose d'un atout, c'est qu'on a un marché qui est relativement vierge, qui est expansif, et puis c'est un marché intéressant avec des millions de personnes qui ont besoin de ces outils-là pour pouvoir évoluer. On a une classe moyenne qui est en train de s'agrandir énormément en Afrique. L'Afrique, c'est au niveau entrepreneurial, c'est un peu comme un paradis aujourd'hui dans lequel des entreprises ont tous les moyens de pouvoir se développer. Donc, c'est un terrain vierge pour des startups locales qui pourraient être créées et qui pourraient s'y développer. Ok, on a fini de dire ça. Maintenant, avec tous ces avantages que tu as cités, pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas ces objectifs-là? Justement. Moi, je C'est ça pense que la c'est question. lent. Non, moi je pense que c'est lent parce que on n'a pas beaucoup d'investisseurs dans ce domaine-là parce que justement, je ne crois pas que ce soit des domaines qui soient très connus par les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs qui s'y connaissent en technologie, eux, qui ne sont pas encore intéressés à l'Afrique, ne voient pas forcément les atouts qu'ils pourraient rencontrer ici. Raison pour laquelle peut-être que les choses ne vont pas très vite. Mais si je prends par exemple l'exemple du secteur je vais pas parler de e-banking, mais je vais parler de monétique, il y a énormément d'entreprises technologiques qui interviennent dans ce secteur-là. Et les choses sont en train de venir au fur et à mesure. Bon, si je prends par exemple l'exemple du e-commerce, où la majeure partie des entreprises y sont cassées les dents, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas trouvé l'approche la plus adaptée au marché africain. Mais il y a des choses à faire et puis aux entrepreneurs de pouvoir trouver les approches les plus intéressantes pour pouvoir développer leurs produits sur ce marché-là qui est particulier. Moi, j'ai un point en fait. C'est vrai qu'il faut que les entrepreneurs locaux puissent se lancer dans ça. Mais si l'environnement n'est pas favorable, si te lancer dans la haute technologie en Afrique, là, disons, je dis n'importe quoi, au lieu que ça te coûte, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous donner une idée. 100 millions de dollars dans notre environnement africain, c'est quelque chose qui va te coûter, disons, 800 millions. Comment on fait? Parce que c'est bien beau d'avoir les idées, de vouloir faire les choses, mais il faut que l'environnement le permette, en fait. Sinon, c'est compliqué. Sinon, même Exactement. en vrai même, comment tu vas avoir ce genre d'idée-là? Moi, C'est pourquoi, moi, je suis complètement de ceux qui pensent que un environnement n'est presque jamais favorable aux entreprises de pouvoir trouver les approches pour survivre. Une ouais, entreprise, c'est comme des individus qui vivent dans un environnement
d'adversité et à eux de pouvoir trouver les moyens d'y survivre. Donc, les entrepreneurs devront trouver des modèles économiques qui correspondent au marché, qui devront trouver... certes, c'est difficile, hein, je sais que ça défavorise ces entreprises-là par rapport aux grosses entreprises internationales qui, elles, évoluent dans un environnement qui est certes beaucoup plus facile. Mais de mon point de vue, les entreprises, les entrepreneurs doivent trouver les moyens et les modèles économiques pour pouvoir se développer, quelle que soit l'adversité de l'environnement dans lequel ils sont. C'est à ce que Théo a dit, là, je suis complètement d'accord, c'est à peu près ce que je disais. Maintenant, pour revenir à ce que Maurice a dit, en tant qu'entreprise, bon, quand il dit les entreprises doivent survivre face à l'adversité, je suis partagé au fait. En tant qu'entreprise, tu dois sonder ton marché et proposer un produit qui est adapté à ton marché. Sinon, tu vas beau te battre avec ton environnement. Si tu proposes un produit qui ne correspond pas à ton marché, mais tu vas mourir, je pense bien. Donc, les entreprises en Côte d'Ivoire, si l'environnement n'est pas propice, il faut prendre comme pas d'environnement, pas de ceux qui produisent, ce qui va te t'aider à produire et ceux qui vont consommer. Si en Côte d'Ivoire ici, par exemple, ou bien en Afrique, pour généraliser, il n'y a pas cet environnement-là, il n'y a pas ces personnes qui vont consommer, il n'y a pas aussi les infrastructures. Toi, en tant Euh, qu'entreprise, tu vas venir faire, par exemple, un on, produit on- lié à l'IA. on utilise tous des services Google, hein. Quand je prends, par exemple, oui, je suis d'accord avec toi, tu prends le cas d'un service comme Google. Maintenant, tu as fait aussi, par exemple, une alternative à Google, par exemple, qui vient d'Afrique. 6-8. Qu'est-ce qui va faire que qu'est-ce qui va faire que genre, ta propre population va vouloir consommer ce produit-là? Il faut que ce soit mieux que Google, on est d'accord. Si toi Mais déjà, justement, dans le cas que tu as pris là, avec les ressources que tu as en Afrique ici, avec l'environnement que tu as là, tu ne pourras pas, je ne pense pas, produire quelque chose qui soit aussi bien que Google et qui soit gratuit. Donc, dans ce cas-là, tu vas produire quelque chose comme Google, par exemple, mais tu seras obligé de rentabiliser, tu mais vas le faire payant. Google n'est pas gratuit. Bon, c'est gratuit, la majorité. Je ne pense pas que moi, de payer, Enfin, quand je à dis part gratuit, pour c'est-à-dire que si augmenter c'est mon... gratuit, le produit, c'est vous. C'est vrai que cette règle, c'est gratuit, le produit, c'est vous, mais en tant qu'entrepreneur, toi, pour arriver à cette cote que Google a avec son moteur de recherche pour dire ça, là, toi, tu lances ton entreprise, tu veux te comparer à Google, là, tu vas te casser les dents. À moins Non, mais qu'il y ait un critère qui est important, que je pense que nous, en Afrique, on n'a pas, c'est le critère de dire consommons national. Consommons des choses qui viennent de chez nous, Mhm. locales. En encourageant, si le gouvernement prend que ce soit le gouvernement de chaque État prend ces résolutions-là pour consommer africain, pour consommer national, ça va aider énormément ces entreprises-là. Supposons qu'il y a quelqu'un qui fait son petit logiciel grâce à cette politique-là, propulsée par la consommation de plusieurs personnes. Il va s'enrichir et pouvoir injecter aussi cet argent-là dans l'économie. Donc, ça passe aussi toujours aussi, je pense, par un peu de politique, en fait. Même pour faire cette innovation-là, ça passe aussi, je pense, par un peu de politique. bon, Je pense moi, pour revenir pour sur essayer ça, moi, j'ai de envie. choses. Moi, en fait, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'imposer à la population d'utiliser des produits locaux. Excuse-moi, Hein? je vais juste rectifier ça, c'est pas imposer, encourager. Imposer, c'est Oh, autre chose, on n'est pas dans une dictature. C'est encourager, c'est-à-dire, par exemple, je vais utiliser tel service, ça c'est subventionné par l'État. C'est de l'encouragement parce que ça va me revenir moins cher. Je veux partir ok. manger, par exemple, au lieu de prendre Glovo, par exemple, je prends une application qui va me mettre la nourriture. Je vais payer moins cher pour prendre ma nourriture. Donc, l'État subventionne ça, donc ça devient moins cher. Donc, je vais sur cette application X qui me fournit de la nourriture, mais à moins de tarif parce que le gouvernement encourage Ok. cela, en fait. Mais bon, comment l'idée que j'avais est toujours tenable. Moi, en fait, pour moi, même si on n'a pas ces différents critères-là, moi, je pense que avec les connaissances des personnes locales qui connaissent bien les environnements, ils sont capables de trouver des limites aux outils qui viennent de l'extérieur et créer des solutions qui tirent parti en fait de ces limites-là de sorte à ce que la population locale trouve un grand intérêt en fait à utiliser ces outils-là. Moi, je me basais sur un exemple concret. Boris, à un moment, on voulait faire une application d'établissement et tout. Il y a des gens qui sont basés sur des services externes. Mais nous, on avait une idée, c'est d'implémenter en fait directement dans l'application ça des informations qui sont relatives au système éducatif ici. De telle sorte que utiliser cette application, ça limite une partie du travail qu'ils ont avec le ministère de l'Éducation. Donc, quand tu tires parti de ces différents éléments-là, tu es censé être beaucoup plus concurrentiel, tu es censé avoir un avantage par rapport aux services qui sont externes, même s'ils proposent 10 000 milliards de fonctionnalités, bah, si cette petite fonctionnalité-là, elle apporte une forte plus-value par rapport aux milliards de fonctionnalités que les autres entreprises proposent, bah moi je trouve que c'est censé intéresser ces entreprises à utiliser ton service et en même temps tu peux les conforter pour dire les autres fonctionnalités elles viendront au fur et à mesure.
Pour moi, il y a un peu le fait que les consommateurs eux-mêmes ont du mal à avoir confiance à ce qui est fait localement. Donc, quand on a cette... Mais ça vient pas de nulle part non plus, Oui, cette justement, méfiance-là. c'est à raison. Malheureusement, malheureusement, c'est à raison. Mais en fait, mon idée, c'est de pointer du doigt tout ça, en fait. C'est-à-dire, on a une crainte, mais une crainte qui est liée aussi au fait que, de façon locale, la qualité aussi laisse à désirer. Donc, il y a tout ça qui n'aide pas, en fait, localement à innover, en fait. Vas-y, Romaric. Je veux rajouter quelque chose. Et c'est là que l'encouragement prend vraiment son importance. Je t'assure que va voir les sites chinois, là, en termes d'esthétique, là, franchement, c'est pas terrible. Non, mais attention, non, c'est un Non, mauvais non, exemple. non, C'est un mauvais. Non, 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 je non, non, termine et puis attention, je vais. attention. Non, 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 juste une laisse-moi parenthèse sur ce terminer et puis tu point-là. vas. Non, juste une parenthèse sur ce Vas-y, point-là. vas-y, vas-y, Les vas-y. sites chinois, Mhm, c'est pas beau. Mais c'est adapté à l'heure, en C'est gros. pas parce qu'ils ne sont pas bons en UI hein, ou bien en UX. mhm, C'est juste parce que mhm, c'est complètement culturel pour eux d'avoir des sites bordéliques. mhm. C'est D'accord, purement d'accord, culturel. Ils pourraient faire un d'accord. design léché comme à l'occidental, mais ils ne le font pas parce que d'un point de vue culturel, les Chinois, quand tout est sur la première page, ils aiment ça. Donc, c'est complètement adapté à leur D'accord. manière de consommer les outils Internet. Je suis partiellement d'accord avec ça aussi. C'est culturel. Il y a quelque chose qui est important aussi. C'est culturel, mais dire que c'est pour autant que, quand tu dis, tu veux dire que, genre, de manière. Le fait que le culturel a encouragé ou bien a impacté aussi le domaine aussi du développement aussi de là-bas. Ce qui fait que les développeurs aussi là-bas sont moins pointus. C'est-à-dire c'est culturel, mais c'est impacté aussi pour dire que, comme tu as dit tout à l'heure, que non, s'ils veulent faire des trucs assez esthétiques, oui, ils peuvent le faire, mais ils sont pas, surtout au Japon aussi, ils n'ont pas aussi ce volet-là aussi développé en termes de développement de UX et UI. Mais Mais bon, après, là, ce n'était pas mon point. mais après l'UX et le UI, là, c'est des trucs un peu subjectifs, en fait. Parce que Voilà. Ça dépend de la on parle culture, du oui. beau, en fait. On parle pas de, tu vois, Je quelque suis, chose qui je marche suis, bien. On ne parle pas Donc, de forcément, je technique. suis d'accord. ouais, forcément, c'est forcément lié à la À culture, la culture et à tout la ça. manière de voir les choses, tu vois. Bon, d'accord. Prenons alors un autre exemple parce que celui-là a fait beaucoup de polémiques. Prenons un Non, mais, autre non, exemple. non, non, mais moi j'ai bien compris où vous voulez arriver. En Asie, le développement technologique a été complètement subventionné. Ça faisait entièrement partie de la politique des États de pouvoir se mettre à la pointe. Donc les États ont mis en place tous les moyens, que ce soit stratégiques, financiers ou autres, pour que justement leurs États soient à la pointe. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Je pense que c'est ce que tu voulais essayer de mettre en avant. Oui, oui, c'est à peu près ça. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est peut-être au départ, c'était pas les produits les plus qualitatifs, par exemple, du marché, mais l'État a encouragé et a subventionné ces produits-là ou bien ces entreprises pour qu'elles produisent ces services. On a le cas de Huawei. Je pense que Huawei actuellement n'utilise pas Google. Oui. Ils ont créé leur propre service alternatif. Donc, c'est pour dire que malgré que Google a été suspendu là-bas, même si Android déjà il est libre, donc ils ont pu utiliser Android et puis faire une costume ROM pour pouvoir faire appeler à MoineOS et faire leur propre projet là-bas, c'est pas un problème. Mais quand même, ça montre qu'il y a eu un encouragement pour que Huawei actuellement, c'est la première marque de téléphone vendue en Chine, en fait, devant Mhm. les Apple et tout ça, parce que le gouvernement a cette même mise-là pour dire on a cette influence-là. On n'a pas obligé quelqu'un. Actuellement, Apple est deuxième là-bas. Non, le gouvernement ne veut pas te dire il ne faut pas acheter un Apple. Mais il y a toujours des stratégies pour encourager la personne à consommer localement. Et je pense que ça, c'est important. Pourquoi c'est quand on consomme localement, on enrichit le pays. Quand on enrichit le pays, on peut penser à grandir ou bien faire croître l'infrastructure qui va permettre aussi de créer d'autres services. C'est parce qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire qu'on ne pense pas parfois à l'IA ou bien l'environnement, tout ça. On ne pense pas à l'IA et tout ça. Parce que dans notre quotidien, quand tu prends l'IA, là, dans notre quotidien, pour quelqu'un qui va faire, on est toujours dans l'informel. Beaucoup de nos services parlent par l'informel. Beaucoup de nos travailleurs sont informels. En quoi l'IA va apporter quelque chose de quoi de plus à quelqu'un qui fait son petit travail là-bas, la femme qui vend à locaux, les petits trucs comme ça. C'est vrai que c'est important, mais l'impact n'est pas autant que des gens qui sont là à gérer, je ne sais pas, qui font de la recherche dans la recherche nucléaire ou qui font de la recherche spatiale, bien des trucs comme ça. Donc, c'est à chaque échelle, l'environnement doit être
mis là pour que ce soit une bonne base pour que tous les secteurs puissent se développer de manière harmonieuse. Donc, c'est important en fait que les politiques agissent. Moi, je pense que même si vous prenez les Américains, c'est que moi, je voudrais voir comme exemple en fait. Un pays qui est allé dans l'anarchie, tout le monde a commencé à développer, lancer ces trucs comme ça. Je ne pense pas que ça existe. C'est passé toujours par la politique. Et après, ça a été un truc pour canaliser tout et ensuite les autres ont pu croître et se développer. On peut Moi, suivre. je peux donner l'exemple d'un pays. Hein. Oui, vas-y. Si Les c'est États-Unis. un cas d'école. Les États-Unis. Non, les États-Unis, je pense que les États-Unis, c'est un faux exemple. La subvention que la NASA et tout ça, même Elon Musk les Non, mais subventionne. c'est pas la NASA qui est à la pointe de la technologie aujourd'hui. Et Non, je pour vais dire, preuve, non, je suis d'accord avec toi. aujourd'hui, la NASA sous-traite une bonne partie de ses missions à des Avec entreprises SpaceX, privées. comme SpaceX, je suis d'accord, mais SpaceX aussi. Mais en dehors même de SpaceX, Il y a plein d'autres. Oui, je suis Plein d'autres. d'accord, mais je veux dire que Non, la en fait, plupart ils sont subventionnés par l'État. Je suis d'accord avec toi, mais la plupart de ces entreprises, c'était prouvé que non, leur les subvention par États-Unis l'État subventionnent passe par l'utilisation du beaucoup budget leurs de la entreprises. NASA. Quand Elon Musk et Donald Non, Trump est mais venu au pouvoir, il a réquisitionné 500 millions de dollars. Non, 500 mais, milliards non, de mais dollars on est en pour train donner de à ces entreprises-là. s'éloigner Il y a des subventions. parce que Oui, vas-y. les États-Unis, c'est un pays très industrialisé. Donc, du coup, les entreprises peuvent acquérir une certaine puissance. C'est pas le cas dans nos pays. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Maintenant, et puis, pour que, par exemple, le secteur privé puisse pousser le développement d'un pays vers l'avant, là, il faut que le pays puisse avoir de grosses entreprises. Et pour qu'un pays puisse avoir de grosses entreprises, ça passe, comme on revient toujours à la même chose, ça passe par l'éducation et puis ça passe aussi par l'industrialisation. Donc, Je- les Maintenant, États-Unis, est-ce je sais que pas trop. Non, c'était juste pour donner un exemple. Il a oui. dit que ça Non, n'existait mais pas. Non, mais, non, mais les non, mais États-Unis, non, par contre, les non, autres, c'est pas vrai. je suis tout Les d'accord. États-Unis, Je suis tout à fait sans d'accord. En politique, fait, les États-Unis, c'est mieux exemple aussi. pour exemple, c'est pas forcément le bon exemple, mais je voulais dire que c'était possible en fait. La particularité des États-Unis, c'est qu'ils ont une politique qui permet aux entreprises effectivement de se développer. C'est-à-dire qu'il y a le cadre juridique et puis il y a une politique qui est que on essaye d'être dans le capitalisme au maximum. C'est-à-dire que l'État va intervenir le moins possible dans les choses. La concurrence pure et parfaite, on s'y approche le plus et ça permet justement aux entreprises de pouvoir prospérer avec le cadre légal qui va avec. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ce que je voulais dire, sur notre cas spécifique, le point sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est qu'effectivement, il est important, il serait même plus intéressant que les États interviennent. Mais si les États n'interviennent pas, pour moi, je dis que ça ne devrait pas être la fin du monde parce que l'État n'est pas intervenu, pouvoir mettre en place des subventions, pouvoir créer un cadre, tout ça, oui, ce serait l'idéal. Mais si l'État n'intervient pas, pour moi, c'est pas la fin du monde. On a des marchés qui existent. On n'a pas des moyens financiers les plus importants, mais on en a quand même des moyens financiers. On a des problèmes qui existent sur le marché. Donc, à partir du moment où il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a des solutions à développer et il y a de l'argent à se faire. C'est ce que je veux dire, en fait. Si nos entrepreneurs, je vais utiliser le thème travail, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, mais je pense qu'ils ne travaillent pas assez, c'est qu'il y a des solutions à développer, il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez pris par exemple le fait qu'on est une population qui n'est pas vraiment éduquée, vous avez dit qu'on a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur informel, et autres, et autres, et autres. Bon, moi, je pense que ces problématiques-là, ces problèmes qu'on met en lumière sont des opportunités pour des entreprises technologiques de développer des solutions. Et une fois qu'elles ont pu développer des solutions, c'est des opportunités qu'elles s'ouvrent et c'est des marchés qu'elles vont créer. Donc, de mon point de vue, certes, l'idéal, ce serait qu'on puisse créer un cadre, je l'ai dit, mais au-delà de ce cadre-là, on n'a pas forcément besoin d'attendre l'intervention de l'État pour pouvoir développer des solutions, résoudre les problèmes aux populations. Et en résolvant ces problèmes-là, on crée des marchés, on crée des opportunités et puis on crée des richesses. Voilà un peu comment s'oriente ma réflexion. Maintenant, sur comment le faire, bon, on devrait peut-être justement prendre le temps d'y réfléchir, dire, OK, si l'environnement n'est pas propice, par exemple, à développer telle solution, quelles sont les solutions que je trouve, quelles sont les alternatives que j'ai, quelles sont les opportunités que je peux avoir, comment est-ce que je m'organise, comment je structure mon truc, quel modèle économique je mets en place
pour que justement je puisse survivre dans un tel environnement et que je puisse saisir cette opportunité-là qui est d'apporter des solutions dans tel ou tel secteur, donc créer de la valeur ajoutée dans ce secteur-là. Comme il a dit, je suis d'accord avec lui, mais il dit quelque chose aussi, que ça prenait du temps et qu'on était sur la bonne voie. Quand quelque chose n'est pas organisé, c'est comme la nature. Ça a fallu des millions d'années pour que nous, on soit humains d'après Darwin et l'évolution, la théorie de l'évolution. Donc, ça va prendre du temps aussi pour que chaque entreprise, chacun avec le coup d'épée qu'il puisse donner, que chacun puisse briser cette barrière-là. Donc, ça va prendre du temps, en fait. Tant que l'État n'intervient pas, on va être dans l'optique de chacun est dispersé et puis petit à petit, ça va prendre du temps pour pouvoir atteindre ce que l'on veut, en fait. Et c'est pour ça que l'intervention de l'État, comme tu l'as dit, c'est idéal, en fait. Mais en attendant, bref, je pense qu'on a Orange Money, on a Wave, on a des services qui sont adaptés plus ou moins à notre marché, en fait. Donc, je pense que si, de ce point de vue-là, on avance quand même. Donc, on n'a pas à se plaindre aussi, on avance du mieux qu'on peut. Une autre question. Moi, j'observe que ce soit aux États-Unis, les entreprises qui contribuent énormément à l'évolution, à l'innovation et tout, ce sont les grosses entreprises en gros. Pourquoi chez nous, nos entreprises qui arrivent à sortir du lot n'essaient pas de contribuer à cela en fait, c'est-à-dire innover, créer de nouveaux services et tout. À Google. Parce que ce n'est pas des entreprises souveraines, monsieur. Merci. C'est des grosses entreprises, pour la plupart, sont des entreprises occidentales, donc elles ne vont pas faire la concurrence aux autres entreprises avec occidentales. eux-mêmes leur propre politique. Ouais, mais aussi, c'est de grosses entreprises, mais elles sont pas si grosses que ça à l'échelle mondiale. Genre, si tu les compares aux gros américains ou européens, là, voilà quoi. Oui, mais pour le local, elle pourrait faire ce qu'un autre veut dire. Mais moi, je pense que le problème ici, c'est que ce pas des entreprises souveraines, quoi. C'est pas des entreprises africaines, donc elles n'ont pas un objectif de développement, elles n'ont pas un objectif de souveraineté. Il y a pas cet aspect-là dans leur vision. Ils viennent se faire de l'argent en Afrique, quitte à minimiser au maximum les coûts, développer les services les plus intéressants qui pourraient faire le maximum de profit. Ils se limitent à ça et puis c'est tout. Et puis j'estime que c'est pas à eux d'apporter l'innovation, c'est pas à eux de créer l'écosystème. Donc ils se limitent à ça jusqu'à ce que l'environnement concurrentiel les oblige à développer des services qui vont dans le sens de l'innovation et autres. Donc certes, ils vont innover, mais ils vont innover de manière limitée parce que leur objectif, ce n'est pas de créer forcément de la valeur ajoutée en absolu qui pourra avoir un impact sur le développement du pays. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Et malheureusement aussi, même si on a une entreprise typiquement africaine, souvent les investissements viennent de l'extérieur. Et puis, ce genre de choses aussi, ça peut influencer, on va dire, la souveraineté, oui, la direction dans laquelle l'entreprise va, malheureusement. Mais c'est pour ça que, de mon point de vue, les populations ne doivent pas forcément attendre les gouvernements. En fait, moi, je le dis en connaissance de cause. Je le dis parce que aujourd'hui, les gouvernements ne sont, enfin, je vais sortir le mot, ne travaillent pas forcément pour l'épanouissement des populations. Donc, c'est aux populations de prendre leurs responsabilités. Je pense que les populations peuvent obliger les gouvernements à mettre des choses en place en commençant les choses. Si, par exemple, on commence à développer des choses qui créent du profit dans le domaine des technologies, des technologies de pointe, par exemple, ça va obliger les gouvernements à soit créer le cadre légal qui va avec, ou bien à réguler le marché. Mais en tous les cas, ils vont pas rester comme ça, ou bien à mettre en place des subventions qu'on attend. Donc, si on attend forcément que ce soit les politiques qui font les choses, ça va prendre beaucoup plus de temps que de commencer à développer des choses, commencer à adresser les marchés, et puis les politiques suivront. Et moi, ce que je trouve fascinant et intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'adore la technologie, c'est que la technologie, c'est pas que de la technique. Il y a beaucoup d'intelligence, c'est de la matière grise, en fait. C'est beaucoup de... En fait, c'est purement et simplement de l'intelligence. Lorsqu'on dit, par exemple, je dis, non, il y a des choses qui sont un peu carrées, c'est trop mature, donc voilà, on peut pas créer forcément d'autres choses. Ça peut pas forcément évoluer, ça n'a pas évolué beaucoup, en fait. Comme la finance. Vous voyez, voilà. Mais quand on arrive dans les nouvelles technologies, j'ai failli dire le vieux mot NTIC là. Bon, c'est plus d'actualité, on parle plus de ça. Mais quand on arrive dans les technologies actuelles, dans les technologies de pointe, en fait, tout est possible avec le big data, avec l'intelligence artificielle. Le champ des possibles est tellement large que on peut adresser n'importe quel problème, en fait. Il faut juste s'asseoir, observer, analyser le marché et puis dire, ah, on peut faire ça comme ci, mais on peut faire ça comme ça, avec
telle technique, tel moyen technique qui existe, qu'on a à disposition, et puis c'est parti. En fait, déjà, le problème, peut-être que c'est on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs dans ce domaine-là, c'est-à-dire des gens qui connaissent les technologies, qui s'intéressent principalement à ces technologies-là pour dire, OK, moi, comme je m'y connais, je connais 2, 3 personnes qui peuvent y mettre des sous, donc je vais les convaincre pour pouvoir m'accompagner dans ce domaine-là. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Et puis voilà, quoi. Pour moi, c'est avec un peu de réflexion, avec des gens qui s'y connaissent un peu, on peut commencer à faire des choses, en fait. On a des gens qui veulent entreprendre peut-être dans la technologie, mais sans pour autant connaître la technologie. Comme tu dis, peut-être qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs compétents pour pouvoir investir dans ce domaine-là, qui connaît bien la technologie et puis capable de comprendre en fait les enjeux et puis les possibilités que ça peut apporter. Il y a plein de gens qui ont de l'argent, mais ils s'y connaissent pas en fait. C'est-à-dire, ils ont une idée un peu bidon, sans trop faire d'analyse, tu vois, et ils se lancent dans des trucs qui sont pas comme... Après, ça revient un peu à ce que je disais dans le précédent épisode, du genre mal aborder le sujet, prendre les mauvaises personnes et tout. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut une meilleure éducation entrepreneuriale. Je pense que ça se fait beaucoup, mais peut-être pas assez. C'est-à-dire, bien former les gens pour comprendre l'environnement technologique, pour faire les bonnes analyses, pour pouvoir lancer des projets et tout. Donc moi, je pense que... Excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais pour abonder abonder dans le même sens que toi, pour moi, le problème, c'est même pas que les gens soient formés, c'est que je pense que culturellement, on ne sait même pas investir, en fait. Tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, des gens qui ont des moyens financiers et qui ont la capacité de pouvoir investir, investissent majoritairement dans le même domaine en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, le domaine des VTC, ça commence à marcher, tout le monde investit dans le VTC. Après, le domaine des résidences, ça commence à marcher, tout le monde investit dans le domaine des résidences. Les VTC, c'est technologique, hein, mais on se contente juste de mettre à disposition des véhicules, on utilise les plateformes internationales qui existent, et puis bon, basta, on ne fait pas plus que ça. Voilà, donc je pense que dans l'environnement de l'investissement même, il y a un manque d'ambition. Et ce manque d'ambition-là, justement aussi, a un impact sur justement les écosystèmes qu'on peut développer, parce que le gars, il s'est dit, bon, ok, moi, si je me contente d'utiliser la plateforme Yango, j'achète juste mes 4, 5 véhicules. Yango me propose tel montant, et puis c'est bon, on y va. Sans forcément se dire, ah, ok, si j'ai les moyens, en développement à propre plateforme, dans 5 ans, je vais dégager beaucoup plus de bénéfices, par exemple, tu vois. En fait, c'est pour ça Ça que je crée dis des la limites, en formation, en fait. fait. C'est pour ça que je dis la formation. Parce que regarde, le truc, c'est que, bon, ok, toi, tu veux faire du VTC, mais au lieu de te contenter de faire des taxis, tu vois plus grand, je t'ai dit, au lieu d'avoir quelques taxis, vous voulez, est-ce que ce serait pas mieux de mettre en place ma plateforme et puis profiter, en fait, des revenus que les gens qui ont les taxis peuvent m'apporter, tu vas gagner beaucoup plus. Et puis, je pense que, en termes de coût, je pense qu'on sera un peu moins sur la durée, sur le long terme, je veux dire. Mais le truc, c'est que le gars, il va se dire directement, bon, pourquoi me fatiguer pour aller faire une application? Et si les gens s'en foutent, j'ai gaspillé mon argent pour rien. Alors que acheter les taxis et puis mettre un truc, c'est une valeur sûre, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut la formation. Il faut que les gens apprennent à faire une bonne analyse pour savoir comment est-ce qu'ils vont mettre en place un produit qui est efficace, qui aura un grand pourcentage de réussite, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être former les gens pour qu'ils fassent ces analyses pertinentes là, en fait. Former les investisseurs ou les entrepreneurs? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est les mêmes ceux qui achètent taxi, c'est les mêmes entrepreneurs. C'est vrai que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui gèrent tout leur projet. C'est les deux en même temps, en fait, c'est ce que je veux dire. Bon, c'est un peu séparé, hein, le plus souvent. Il y a les personnes qui ont l'argent d'un côté le plus souvent, et puis ensuite, on a les personnes qui développent des projets d'un autre côté. Normalement, on est Certes, on a censé avoir des une séparation investisseurs des qui gens. eux-mêmes investissent. Il y en a des personnes qui investissent. Oui, il y a des investisseurs qui investissent dans des projets, mais justement, ils investissent petit parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'environnement. Mais le plus souvent aussi, les entrepreneurs, souvent, ils ne mettent pas en confiance les investisseurs pour que ceux-là aussi puissent mettre leur argent dans des projets qu'ils veulent porter. Par contre, Donc, moi, je ouais, vous trouve un enfin. peu Par contre, je vous trouve un peu optimiste, au fait. Je vous trouve un peu, genre, dans le sens de, ah, si vous voulez, vous pouvez. C'est un peu ça, en fait. Moi, je pense pas que... Non, c'est un peu, d'après vos deux discours, c'est comme si c'était de la paresse. Certaines personnes étaient paresseuses. Un Boris, c'est toi qui l'as dit, tu as dit, il travaille pas. Tu as l'impression qu'il travaille pas. Moi, je pense que on néglige beaucoup cet aspect de l'environnement dans lequel on fait sortir un produit. Par exemple, tu as parlé de, OK, ils ont fait sortir Yango Mash. Il y a personne qui se dit, non, moi, je vais
faire ma propre plateforme de VTC et puis je vais concurrencer Yango. Mais il y a un truc aussi qui est relativement important. Toi, tu as fait ta propre plateforme de VTC. Je ne pense pas qu'avant Yango même, là, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas eu cette idée de faire une plateforme de VTC. Par exemple, Yango, là, je prends le cas du Maroc. Ils sont interdits à cause des politiques du pays au Maroc. Yango est interdit. Parce que le Maroc a décidé de nationaliser ou bien de protéger le secteur du transport. Avant Yango, il y a eu ce qu'on appelle TaxiJet. Avant Yango, il y a eu TaxiJet en Côte d'Ivoire. L'entreprise est tombée, pas parce qu'il n'y avait pas de marché, mais l'entreprise est tombée pour mauvaise gestion. D'accord. Donc, pour dire que TaxiJet, sa partenaire, c'était un groupe national, c'était une structure nationale. C'était un Ivoirien de la diaspora, je pense, qui était venu d'Angleterre, qui est venu investir en Côte d'Ivoire. C'était peut-être intéressant, mais de mon point de vue, pas très bon, pas très bien structuré. Et puis ensuite, l'organisation qu'il fallait derrière n'a pas suivi pour porter le projet. Que je ne pense pas que ce soit juste une affaire d'organisation qui a fait que TaxiJet, que moi, je ne savais pas. Ah, mais si, je vous dis que c'est un problème d'organisation. Après TaxiJet, il y a eu... Rappelle-moi le nom de l'autre entreprise, la Jet, qui était venue, qui avait développé le projet juste avant que Yango n'arrive. Qui appartenait à... les trucs de luxe, là, Abidjan, quelque chose. Oui. J'ai oublié. Je vous dis que, par exemple, dans le domaine du VTC, les précurseurs en Côte d'Ivoire, c'était des Africains. Ils ont arrêté, pas parce qu'il n'y avait pas de marché, mais parce qu'ils ont mal géré, avant que les structures occidentales et européennes n'arrivent. Très bien. Maintenant, ce que je veux savoir, TaxiJet, ils ont mal géré. S'ils ont mal géré, là, est-ce que l'État n'a pas une part de responsabilité? Quand on veut, par exemple, encourager... Aucunement. Non, aucunement. Non, je termine. Il y a une part de responsabilité. Parce qu'en tant qu'État, comment on appelle ça, de son pays, par exemple, TaxiJet, ils étaient en concurrence avec Yango, il n'y a même pas eu de concurrence. C'est-à-dire, ils sont venus... Non, ils n'ont même pas été en concurrence. Ils ont été en concurrence avec Yango. Ils étaient déjà mourants au moment où Yango commençait à venir. C'est la deuxième entreprise là, dont j'ai oublié le nom. Je suis en train de chercher. Eux, quand Yango est venu, ils ont collaboré avec eux, mais ils étaient déjà mourants. Donc Yango a collaboré avec eux parce que Yango n'avait pas les véhicules au départ. Eux, ils avaient les véhicules. Yango a collaboré avec eux, mais le goût financier qu'ils avaient créé était tel qu'ils ne pouvaient pas survivre. Et le fait même d'avoir Yango partenaire ne pouvait pas les sauver. D'accord. Parce que moi, de ce volet-là, je voulais dire que peut-être c'était à l'État aussi d'encourager ces entreprises-là, parce que ce sont des champions nationaux. Quand on a des champions nationaux en tant qu'État, on doit pouvoir mettre des moyens et faire de notre possible pour que ces entreprises-là puissent perdurer aussi. Parce que non seulement en termes de fiscalité, ça nous arrange plus. Parce que Yango, je pense que c'est russe. Donc tout ça, les bénéfices de tout ça. Oui, Yango, c'est russe, oui. Donc, je pense qu'il y a un truc, au fait. On a un besoin de la part de l'État de pouvoir faire. C'est pas du hasard qu'il y a tellement peu d'entreprises qui arrivent à s'en sortir sur leur propre marché, au fait. Il y a peu d'entreprises en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriennes, qui arrivent à s'en sortir sur leur propre marché, mais qui se font damer le pion par des entreprises externes. Il y a forcément anguille sur roche. Il faut savoir chercher pourquoi. Et si ces entreprises ont besoin de soutien, l'État aussi doit apporter son soutien aussi. Parce que des multinationales comme il y a un groupe, des multinationales comme Orange, ils ont les moyens de mettre des choses. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, ça va être un schéma qui se répète. On a dit aussi que quelqu'un peut trouver une idée géniale, mettre un produit, mais demain, tu mets ton produit. Toi, tu n'as pas les moyens aussi de mettre pour pouvoir faire développer ton produit. Demain, la personne, il n'y a pas à faire de non, tu as copié. Maintenant, il n'y a plus de faire de licence. Non, tu as copié mon projet, donc c'est une licence. Non. Tu as fait, par exemple, un truc qui est relatif au transfert d'argent, qui est peut-être un peu plus innovant avec 2 ou 3 idées novatrices. Tu arrives et puis, genre, Orange vient, ils font ça dans leur service. Demain, toi, tu te fais manger pour Orange. Ton État t'as pas soutenu. Toi, tu deviens quoi? Tu deviens rien. Donc, je pense qu'il y a une part aussi de responsabilité aussi que l'État a pour pouvoir pousser les champions nationaux, pour pouvoir pousser à des entreprises à être solides et à le rester aussi, parce que c'est la fierté nationale et ça participe aussi à la croissance nationale aussi. Donc, il y a cette responsabilité aussi, parce que c'est des entreprises, comme tu le dis, comme TaxiJet ou je sais, les autres aussi, là, ils ont eu peut-être besoin un moment du soutien de l'État et ils n'ont pas eu au fait. Et c'est pour ça aussi ces entreprises meurent aussi facilement. Parce qu'une entreprise qui est bien soutenue, parce qu'on néglige au fait ces subventions. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comme je dis, moi je prends un aspect. Je suis pas contre. Je dis oui, effectivement, le soutien de l'État peut être un atout. C'est quelque chose d'important. Ça peut même être essentiel.
Mais la question Voilà. enfin, la problématique que je pose, L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le soutien de l'État? On n'a pas forcément besoin d'attendre l'État. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Et quand on n'a pas besoin de soutien, quand on n'attend pas forcément le soutien de l'État, on essaie de faire les choses de sorte à pouvoir avancer, même s'il n'y a pas le soutien de l'État. Moi, je me dis que avoir des entreprises qui meurent parce qu'on a mal géré, enfin, ça, c'est pas l'État qui va venir nous permettre de pouvoir gérer correctement une entreprise mal géré, ça reste à qui, vérifier. qui... Mal Non, géré, mais ça moi, reste à vérifier. Non, je pense que si, hein. je donne les informations que j'ai. Je peut-être pas toutes les informations, mais voilà, le modèle économique de TaxiJet, par exemple, c'était d'acheter des véhicules, le maximum de véhicules pour avoir sa propre flotte. Ils ont arrivé, ils étaient précurseurs sur le marché, ils étaient dans une situation de quasi-monopole, donc il n'y avait pas de concurrence. Ils ont dû créer le marché, d'accord? C'était un peu difficile au début, mais ils avaient réussi quand même à avoir une certaine clientèle assidue qui leur permettait d'avoir des trucs. À un moment donné, la demande a commencé à être importante, donc il leur fallait beaucoup plus de véhicules. Ils ont acheté des véhicules à crédit, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé le moyen d'avoir les moyens financiers de voir un truc. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont pas mis en place un système de maintenance qui leur permettait derrière de pouvoir entretenir leurs véhicules correctement. Du coup, des véhicules dont ils avaient fait l'acquisition et qu'ils n'avaient pas fini d'acheter ont commencé à être accidentés, ont commencé à tomber en panne, et ainsi de suite. Donc, la maintenance n'a pas suivi. Et quand vous vous retrouvez à payer pour des véhicules qui ne roulent plus, ce n'est plus rentable. Voilà ce qui a tué TaxiJet, en fait. Mais pour moi, en tant que professionnel de la gestion d'entreprise, c'est une erreur de débutant. Quand ton cœur de métier, c'est le véhicule, tu mets en place les outils pour pouvoir faire la maintenance, une maintenance assidue des véhicules. C'est pour ça Ouais, que je ouais. dis formation. Vous voyez? Il n'y a pas de maintenance. Il n'y a Mais, pas de mais, maintenance. ouais, c'est vrai, mais moi je rejoins un peu Romaric quand même. Mais si on laisse le cas spécifique de TaxiJet, bon, je pense que Bon, deux exemples dans un au-delà, même écosystème. La ouais, deuxième entreprise, elle est tombée parce si, si. que l'entreprise avait été financée par un fils de président qui, lui, venait prendre l'argent tous les jours dans la boîte pour aller faire des fêtes. La deuxième entreprise Oui, s'appelle d'accord. Africa. Africa, merci. Mais d'accord, mais je veux dire que l'État peut aider, mais genre pas forcément subventionner, parce que on peut mettre en place des lois qui permettent aux entreprises locales d'avoir des avantages par rapport aux entreprises qui viennent de l'extérieur avec beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. C'est pas forcément donner l'argent aux gens. Non, ça je Donc comprends. Moi, c'est pour ça, Ça, on je comprend suis, ça, mais je le suis problème, tout c'est à fait, qu'actuellement, on je est dans suis un tout à fait cadre, d'accord, mais on est dans un cadre où, entre guillemets, l'État ne le fait pas. Donc, on est là donc qu'est-ce pour qu'on trouver des fait? Est-ce solutions, en qu'on fait. attend l'État? On va pas attendre l'État jusqu'à l'éternité. Sinon, en vérité, bon, c'est l'État, bon, Peut-être compliqué. pour vous, dans cette approche, vous vous dites que peut-être sans l'État, ça suffira. Mais moi, personnellement, Pour toi, c'est je impossible. pense et je reste sûr, Non, je je ne ne dis pas pense que ça pas se que ce fera, je sera dis que ça possible. peut se faire. Je pense que toutes les nations qui se sont réalisées, qui sont devenues de grandes nations, sont passées Moi, je un prends État ou l'exemple de une Apple. forme. Je ne pense pas Apple a que ce été sera créé fait. dans un garage. C'est pas les Ça, subventions ce de sont des l'État belles américain qui ont histoires. permis. On Non, peut mais créer c'est tout dans un aussi garage, mais pour que ce soit mais c'est arrivé à aussi la des Silicon Valley, il vérités. faut que non ton mais État non, 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 mette les moyens. mais Il faut des institutions fortes, en fait, pour une mettre les moyens. entreprise américaine, c'est pas un bon exemple. Si on veut donner un exemple là, on va peut-être parler des entreprises asiatiques, ou bien on peut peut-être prendre l'exemple de la Corée, En fait, le cas qui, des entreprises asiatiques, c'est particulier parce qu'en Asie, il y a toujours subvention de l'État. Ça fait partie de leur Même stratégie. Mais pourquoi tu penses, selon toi, les entreprises américaines ne sont pas subventionnées? Je Non, pense je que les pense pas. entreprises américaines aussi, Non, il y a je que, pense que les pour entreprises moi, américaines aussi sont aux États, subventionnées. Par contre, Et puis là, j'ajoute juste quelque chose. J'ai cherché sur comme ça, ChatGPT. ça fait assigner. ChatGPT, oui, à Ça sa fait création, assigner. Apple a reçu des subventions et des avantages fiscaux. Des subventions et des avantages fiscaux. Moi, je pense que c'est trop facile de dire, toi, tu te lèves comme ça, va faire ton entreprise. Il faut te balayer. Orange, tu vas faire un truc, un service intéressant. Tu vas voir. Demain, Orange va ajouter ça chez eux en option, c'est un bouton. Enfin, tout en entreprise là, c'est mort. Donc, je pense que c'est à l'État d'intervenir. L'État a un impact. On vit dans un pays, on a un Donc, gouvernement, de on a votre point des de vue, lois on qui doit peuvent créer nous une servir. entreprise, ça se développe, il ne faudrait pas de concurrence, en fait. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de non, concurrence. mais c'est La quand concurrence, même, là, elle est normale. C'est important d'avoir de la concurrence. Mais il mais faut que la concurrence soit loyale.
C'est Tu ça, ne peux pas c'est venir ça. te mettre en concurrence, toi, quelqu'un qui a pu réunir une dizaine de millions de francs CFA avec un géant qui a des milliards, et puis vous êtes en concurrence. Sur quel moyen? Non, ce n'est pas Parce possible. Donc, que c'est tranquille. les États-Unis et puis les pays européens, là, ils ont des lois contre la concurrence déloyale, on va dire. Exactement. Ils ont beaucoup de Exactement. lois pour ça, pour protéger les entreprises. Et puis, c'est Même, pas le même cas les, pour Moi, je suis nous. tout à fait d'accord, mais exactement. j'ai dit Même les avant d'en véhicules arriver là, chinois qui viennent. Mhm, vas-y. je suis tout à fait d'accord, mais avant d'en arriver là, commençons quelque chose. Commençons, et puis ensuite, voyons si l'État n'accompagne pas dans la concurrence déloyale. Voilà. Mhm. Mais on ne va pas Bon, dire qu'il n'y en a pas, donc on ne fait rien, en fait. Regardez, moi, je peux citer je trouve un qu'on a cas, par exemple, on a des où exemples qui l'État existent. n'a pas accompagné, par exemple. Avant, comme je l'ai dit, avant Jumia, là, je pense qu'il y avait un service, avant Jumia Deal, là, il y avait un service de vente en ligne. J'ai oublié le nom. Ah non, je pense que tu te rappelles du nom. Un service qui faisait des Je petites vois de quoi tu annonces, parles, mais je me rappelle plus du nom. qui a été racheté par Jumia. C'est un service qui existait, il était unique sur le marché. Le truc qui a été racheté par Jumia. Qu'est-ce que l'État a fait concrètement pour aider ces petites entreprises? Il y a beaucoup de cas d'entreprises, de projets qui ont été lancés. L'État n'a rien fait. Les projets ont été rachetés. Ils sont morts, ils sont tombés à l'oubliette. En vrai, c'est L'État n'a vrai. rien fait. En vrai, Tu ne vas pas venir certains cas, les gens ouais. à partir dans cette voie et puis on va voir ce que l'État va rien faire. Et demain, tu vas te faire manger par les grands. Tu vas rester. C'est ça, en fait. C'est ce que En moi, je vrai, pense c'est qu'on vrai, peut parce que débattre. normalement, bon, en Occident, quand il y a des achats qui doivent se faire comme ça, le gouvernement peut bloquer pour dire, ah, ça ne crée pas un environnement concurrentiel et tout. Genre, ça crée le monopole d'une entreprise et tout. Donc là, je suis d'accord, en vrai. Il y a beaucoup d'entreprises. Je pense que e-commerce, même, le fait que ça ne marche pas, il y a beaucoup, tu as dit, il y a beaucoup de personnes, il faut des formations e-commerce. Il n'y a personne qui a pu concurrencer Jumia depuis formation que les gens font de e-commerce. Il n'y a pas une petite plateforme qui a se fait, Non, mais qui a venu concurrencer Jumia. formation, c'est pour L'État apprendre à fait quoi? utiliser, c'est pour apprendre à utiliser Jumia. Oui, non, c'est des formations pour faire en e-commerce, pour faire lancer son e-commerce avec Shopify et des trucs comme ça. Ah, ok. Depuis, il y a des petits trucs, ça se lance, il n'y a rien. Jumia est un mastodonte. L'État fait quoi pour encourager ces Non, mais entreprises? Les gens innovent. le cas du e-commerce, c'est Les un gens peu innovent, mais particulier. ça tombe. J'en ai parlé. Ça peut, Le e-commerce c'est en particulier Afrique, parce que c'est ce personne n'a qu'on encore trouvé, les autres là, personne c'est n'a la même encore trouvé le chose. schmilblick. Même les structures internationales s'y sont cassées les dents hein, dans le Je pense que e-commerce Jumia en, marche. Jumia, sans te en mentir, Afrique. Jumia marche. Jumia marche bien, ou bien. Bon, ce sont les seuls à avoir tiré leur épingle du jeu, mais on dit que Jumia marche, c'est relatif parce que Jumia a fermé beaucoup de Et je représentations pense, dans beaucoup de pays. mais je pense que, comment on appelle ça? Parce que le e-commerce, je pense que c'est un mauvais exemple parce que e-commerce est particulier. Tout le monde s'est cassé les dents. Même des multinationales, de grosses multinationales, sont cassées les dents dans le e-commerce en Côte d'Ivoire. Et en Voilà. Afrique même en Je général. pense, Donc, en Afrique, je parlons pas pense que de Jumia e-commerce. s'en sort très bien. Jumia s'en sort très bien. Ça te va dire. Même Je au ne dirais Maroc, pas. Jumia s'en sort très bien. En vrai, Jumia n'est Est-ce que ça soit Jumia est rentable? Jumia n'est pas encore rentable. Hein. en termes de Voilà. rentabilité, bon là, je ne sais pas, mais Ouais. je sais que quand on est Non, représenté Jumia est dans encore plusieurs rentable. pays, Non, ils ne sont pas rentables ou ils sont encore rentables, je comprends pas. Je pense qu'il voulait dire qu'ils sont pas encore rentables. ouais, ils sont pas encore rentables, c'est vrai. Parce que peut-être que ça marche bien en Côte d'Ivoire, qui a de bons résultats, mais si on prend globalement, là, c'est pas trop Parce que ça, quoi. c'est tout un système. Il y a les importations et tout ça, tout Et, ça. Donc, Ouais. et puis en Côte d'Ivoire, avant de devenir rentable, ils ont fait plus de 15 ans. Hein. Voilà. Quand même, se 15 ans rapproche de la d'investissement. réalité. D'après ce Ouais. que je dis. C'est que ça reste quand même un bon exemple parce que tu te rends compte qu'une entreprise comme ça, qui est multinationale, a du mal à démarrer, même avec tous ces investisseurs-là. Mais toi, tu demandes à des entreprises fragiles de se lancer dans un domaine comme ça, sans des investissements, mais espérer que leurs idées, parce qu'elles sont novatrices, sans appui, sans soutien de nulle part, à part sur les propres idées, les propres investissements qui vont pouvoir réunir Mais, pour concurrencer ces choses. mais si je prends votre, si on reste dans cette analyse-là, Jumia à la base, Oui, oui. c'est pas une multinationale, hein, à la base. C'est-à-dire que quand je dis que c'est pas Jumia, une je multinationale, suis ça veut dire d'accord, mais que Jumia oui, de oui. base, là, c'est pas une Mais c'est entreprise pas, c'est c'est pas un pas groupe africain international Jumia. qui a dit que moi je veux créer une entreprise, de truc. Mais c'est Jumia, pas africain c'est, Jumia. oui, c'est pas Je ne pense pas africain, que mais Jumia soit africain. oui, mais posons le problème simplement. Mais justement, C'est pas ça va africain. exactement dans le sens de ma réflexion. Voilà. C'est pas Donc c'est africain, ça. mais Ils ont eu des non, succès, non, c'est non, pour non, ça. non, non, non. Jumia, comment est-ce que Jumia, Mhm. c'est l'initiative d'étudiants de D'accord. HEC, d'accord, Ok. qui ont HEC France, décidé de venir, je suppose. Mhm. oui, je suis d'accord, mais c'est les étudiants, ils n'avaient pas de gros moyens au départ. Donc, Ok. vous pourrez dire que, étant français pour la majorité d'entre eux, ils ont pu Mhm. bénéficier de l'accès au financement qu'ils pouvaient avoir dans leur pays d'origine pour pouvoir lancer cette entreprise-là. On pourrait le dire, mais si des entrepreneurs sont suffisamment teigneux,
ça veut dire qu'ils peuvent avoir une place au soleil. Jumia n'a pas eu le soutien du gouvernement ou bien de subventions pour pouvoir arriver où ils sont arrivés aujourd'hui. C'est purement le fruit d'un travail qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont eu des investissements, de facilité d'investissement parce que les investisseurs de base étaient en Europe, mais je ne crois pas qu'ils aient aussi eu des subventions de l'État français non plus. Mais Apple, je viens de voir, Apple n'a pas eu. Je sais pas pourquoi ton chat GPT dit qu'Apple a eu subvention de l'État, mais je vois pas, hein, en vrai. Le premier financement, on dit 1976, fondation d'Apple par Steve Jobs, Wozniak, financement perso, Jobs vend son van. Ben oui, c'est Steve 1977, Wozniak, oui. Mike Ouais, Markula investit $250,000. mais les gars, il y a une chose que vous oubliez, c'est que Apple là, il a fallu qu'ils entrent en bourse pour qu'on ait l'Apple qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi Non. l'entreprise arrive en bourse, ça qu'elle est déjà grosse? Si, oui, Ben oui. Oui, mais ce que Mais je bon, veux dire, c'est que non, ce que je veux dire, c'est que déjà, ok, une entrée en bourse en Afrique ici là, est-ce que c'est quelque chose? N'arrivons même pas à entrer en on veut bourse. pas Moi, je parler d'entrée en dis, bourse. On veut juste. commençons par des initiatives. Créons des entreprises qui commencent à créer de la Oui. valeur, qui commencent C'est- à créer des chiffres, Non, mais en fait, et c'est puis pourquoi, ensuite, mais c'est pourquoi des Apple, choses, Pourquoi, et puis ensuite, pourquoi, mais Apple là, pourquoi c'est pas Boris, un bon on n'est exemple. pas, Apple, c'est pas un voilà. bon exemple. Non, je revenais Parce juste que, parce qu'il a dit qu'Apple a été subventionné. C'est pour ça qu'il revenait juste pour dire qu'ils n'ont pas eu de Non, ok, mais c'était subvention. subventionné. Ça ne veut pas dire au départ de l'entreprise, quand tu vas construire, comme il a dit, les entreprises, quand la personne a développé son site, il a mis ça sur le marché. Là. Tu n'as pas besoin de subventions pour faire ça. Tu as loué ton truc, tu as mis ton. Mais ça fonctionnait, en fait. C'est justement, c'est de ça on mais parle. justement, ça part dans le sens. Pour que l'entreprise arrive à maturité, là, ils ont reçu des subventions. Tu n'as pas me dit que juste avec les fonds Non, propres ils n'ont pas comment on reçu de appelle, Steve subvention Jobs, avant qu'ils arrivent à maturité. Ça, je peux vous le garantir. ça, je suis pas. mais Apple, J'ai fait mes c'est recherches pas un dessus, bon je pense pas. exemple dans notre Je contexte pense pas. africain là. Parce que imagine que quelqu'un dans les années 80 se lève et puis il veut faire une entreprise de hardware informatique ici en Afrique. Genre, c'est pas possible en fait. Genre, c'est pas un bon. Non, On moi, peut il a pas dit ça. Mais Non, parce c'est comparer. pas que, ça. mais C'est parce pas que ça. c'est, mais parce que c'est pas le bon marché aujourd'hui. En fait, Quand on parlait de Silicon Valley au départ, c'est parce que dans les années 80, le marché des puces, c'était dans ce secteur-là qu'il fallait évoluer. C'était ça l'avenir, les puces. Mais quand on analyse le marché africain aujourd'hui, l'avenir, c'est pas le hardware en Afrique. En Afrique, l'avenir, c'est les services. C'est des services qu'il faut développer. Donc, si on fait l'erreur, par exemple, de dire, moi, je veux être une entreprise technologique, donc je veux mettre une fonderie de microconducteurs en Afrique, mais c'est une erreur stratégique monumentale. C'est normal que ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Vous voyez? Donc, il faut à chaque fois, en fonction du contexte, regarder quels sont les Non, atouts, quels sont les secteurs dans lesquels il faut mais investir. moi, ce que je veux dire, c'est que le contexte, quand tu parles de la création d'Apple, le contexte était plutôt favorable, en fait. Je veux dire, c'est pas un bon exemple. Moi, je cherche un exemple Mais je d'une dis justement entreprise. que le contexte africain est un contexte favorable. Aujourd'hui, les pays africains sont les seuls pays qui ont une croissance à 2 chiffres dans ce monde. Aujourd'hui, les pays africains avec les pays asiatiques, bon, donc quand on ne va pas compter, ce sont les pays qui ont les plus forts taux de croissance en termes de population et de croissance démographique. Les pays africains sont les pays où la croissance et les classes moyennes sont en train de se constituer. Donc, il y a une demande en termes de consommation. Donc, avec tous ces indicateurs économiques-là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'atout. moi, en fait, C'est un vivier, c'est le cadre idéal pour justement pouvoir développer des choses. moi, je parlais d'Apple juste parce qu'il avait dit qu'Apple était subventionné. C'est ça, je suis juste parti retourner pour qu'il m'explique, ChatGPT, pour qu'il m'explique toute l'histoire, il me fait toute la chronologie des investissements. Non, Et j'ai mais pas vu. comment on appelle ça? Moi, j'ai posé la question, tu peux voir le point. Oui, Apple a bénéficié d'aides d'État, notamment un accord fiscal avantageux En quelle et année? illégal aux Irlandes, En qui quelle lui a année? permis de payer moins d'impôts sur les bénéfices. En quelle année? Un arrangement reconnu par la Commission. Non, Non, on est en train de il n'y a parler pas de l'année qui choses est qui se marquée. sont faites. Il n'y a pas l'année On est qui en est train de parler, marquée. Justement. vous êtes en train de parler de, oui, mais vous êtes en train de parler de choses qui sont faites quand l'entreprise est déjà influente, Justement. quand elle est le fleuron de la puissance américaine à l'extérieur. À C'est partir de du ce moment-là, début qu'il c'est fallait payer. normal
quelques trucs. Mais on est en là, train de parler, le on est en truc train de là, parler c'est du que début. Et même justement, le ce que moi je début, suis en train de je suis dire, sûr que le ce que début, je là, dis, c'est que ils ont eu besoin commençons des les choses. financements. Tu vas me dire que, Mais ok, si tu veux là, j'ai partagé mon écran. Les Tu peux financements voir sur le initiaux truc. ne sont pas des financements C'est ça. étatiques. C'est pour ça que je t'ai Apple dit. a tout simplement bénéficié de l'environnement que l'État américain a mis en place pour les mais si, entreprises dans américaines les, au sens si large dans- du terme. moi, je ne comprends pas C'est pourquoi tout. vous aimez simplifier les choses. Il y a un environnement avantageux que l'État américain. Cet environnement avantageux-là, notre État le propose ou pas? Nos États africains le proposent ou pas? C'est de là que Mais si, vient le moi, problème. je pourrais dire aujourd'hui que les entreprises en Côte Mhm, d'Ivoire ont un certain nombre d'avantages. Il y a des allégements fiscaux sur les 2 premières années de création d'une entreprise, par exemple, qui sont mhm. là. Il y a la mise en place du CPC qui permet aux entreprises de pouvoir, aux entrepreneurs de pouvoir créer leurs entreprises en moins d'une semaine. OK? Il y a des fonds Maintenant, euh, jeunes qui sont là, qui vont accompagner les entrepreneurs aussi bien au niveau financier au niveau de la formation. Je peux dire que ce cadre-là d'accord, existe. C'est la même très bien. chose. Maintenant, Mais certes, dans je l'application, reprends. c'est difficile. Mais où sont les Voilà, entrepreneurs? merci. Moi, je connais Oui, quelqu'un. Bon, allez-y, allez. oui, oui. Ce que je voulais dire, moi, je suis très. Tu as dit quelque chose. À la fin, tu dis des choses pour clarifier quelque chose, pour revenir à la réalité. C'est toujours ça, ça me plaît parce que tu reviens en disant que j'espère que ça s'applique. On sait qu'en Côte d'Ivoire, ils ont mis des fonds. On te dit non, on fait financement. Faut partir, tu vas voir. Va avec ton idée, tu vas voir, ils vont te financer, tu vas Je voir. suis Ok, tout à fait on est, d'accord. on est la réalité. On D'accord, je suis connaît la avec toi. réalité. On est Mais la est-ce réalité. On que, peut dire où on sont les a personnes qui font ce parcours du combattant là, justement? Parce que, certes, on va tous dire qu'on connaît la réalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que d'accord. je suis en train de dire, c'est que, Très certes, bien. on connaît la réalité, mais quand on veut réaliser quelque chose, on essaye. On ne reste pas dans son salon et on dit, on connaît la réalité, ça ne va pas marcher. Donc, j'essaie Oui, oui. de me porter en migrant, quoi. On dit qu'il faut définir un cadre. Ok. Mais le cadre, il n'existe pas. Mais on a quand même des petites entreprises qui naissent, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie qu'on reste fixé uniquement sur le fait que on ait besoin d'un cadre et tout. En fait, on sait qu'on a besoin d'un cadre. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même la possibilité de créer des choses sans, entre guillemets, ce cadre qu'on veut. La preuve, il y a des entreprises qui arrivent à sortir du lot. Moi, je pense qu'il faut tirer Les leçons. voilà, il faut tirer la leçon de ceux qui ont réussi à sortir de là, qui ont réussi à émerger, pour pouvoir continuer à créer d'autres entreprises et aussi, comme on disait pour revenir au sujet, contribuer à l'innovation. C'est ça. Moi, c'est sur ça qu'on doit se concentrer, tu vois. D'accord, d'accord. Maintenant, par exemple, tu peux donner un exemple de ces entreprises, une ou deux entreprises comme ça. Jamo, Jamo c'est notre camarade. Jamo, c'est notre exemple préféré. Jamo, est-ce que Jamo... Bon, je ne sais pas si Jamo a eu des subventions, c'est ça, se d'investissement demander même si externes ou vraiment. pas, je sais pas. Sinon, Jamo, il a été fondé par deux personnes. Je pense que l'autre, la deuxième personne est marocaine. Donc, je pense qu'il y a eu des subventions aussi Non, mais de la, même je sais sans pas, d'une ça, banque atlantique ou un truc comme ça. non, en Je fait, ne suis pas sûr que ce soit. Jamo, ils sont incubés chez Y Combinator. C'est le plus grand incubateur au monde. Donc, Donc, ça ne vient pas d'ici. C'est fond. Donc, c'est encore un truc, bon, disons c'est encore que extérieur. c'est ça, ils reçoivent du financement de l'extérieur, en grande partie. Bon, je pense que oui, on peut rester sur le volet de la discussion. Ok. Peut-être on s'écarte trop pour dire que allons-y, oui, En fait, on va parler de, moi, on n'a pas les en fait, l'objectif, c'est que, tu vois, on ne soit pas fixé, en fait, sur les limites qu'on a actuellement. Parce qu'en vérité, là, je le comprends tout à fait. ce qu'on est en train de faire, c'est la même discussion avec tout le monde va dire, on se bloque à ça. Mais on est bloqué par rapport à ça. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut, malgré qu'on a ces contraintes-là, comment est-ce qu'on peut, tu vois, essayer de s'en sortir, tu vois? Donc, je vous écoute. C'est ce qu'on veut. Je vous écoute. Donner des solutions. Non, moi je veux savoir les solutions et tout ça. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, c'est que dans notre cas particulier, on pourrait vraiment s'appuyer sur notre diaspora. On a une bonne partie de notre population qui est partie dans les pays occidentaux, qui ont et les compétences et les moyens financiers. D'accord? Pendant qu'on attend l'État, là, on peut s'appuyer sur ces personnes-là pour envoyer et la technologie et les moyens financiers, et puis même les moyens politiques, même pour faire pression sur l'État, comme vous le demandez, pour pouvoir apporter une solution aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Pour moi, c'est une piste, vous voyez? Et ça, c'est une piste alternative. Et il y en a plusieurs autres. On pourrait prendre le temps de chercher. Voilà ce que je suis en train de dire.
Mais on ne va pas être confronté à un problème, rester figé face à ce problème-là, et puis ne pas avancer. Parce que ce qu'on oublie, c'est que oui, on a tous admis que la contribution de l'Afrique est faible face à ce qui est en train de se faire autour du globe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que nos gouvernements se décident à faire quelque chose et entre-temps, le fossé technologique se creuse et donc il va être encore beaucoup plus difficile de pouvoir avoir un impact sur ce globe-là, ou bien on essaie de faire quelque chose en temps? Pour moi, c'est ça la question à laquelle il faut apporter une réponse. Et cette question-là, elle n'est pas sans réponse. En se concentrant, en y réfléchissant, en y travaillant, on peut trouver des alternatives, on peut trouver des solutions pour que justement notre continent puisse avoir son mot à dire dans l'évolution technologique ou bien dans l'impact technologique que connaît le monde actuellement. Totalement d'accord. Mais bon, moi, quand même, pour le sujet, ce que je retiens de cette discussion, c'est que l'un des gros problèmes de cette contribution technologique-là, c'est le fait que l'État ne définit pas le cadre, en fait, pour que les gens puissent contribuer correctement. Donc, c'est ça. Mais pour moi, je pense que ça c'est une image juste à ça. On doit être capable, quand même, tu vois, de trouver des alternatives par rapport à ça. Ouais, mais il y a peut-être aussi, je sais pas, le financement participatif. Mais après, bon, Ça, c'est une très bonne idée. ça demande Mais ça aussi. dépend aussi de la mentalité du pays. C'est ça, Le financement c'est ça. participatif, ça a été la technique des Japonais, si je ne me trompe pas. L'économie nippone s'est développée grâce à l'épargne japonaise. Ils ont su gérer efficacement, par exemple. Ouais, mais bon, après, le contexte du Japon aussi, ils sortaient de la guerre, ils étaient complètement par terre, et ils n'avaient pas trop le choix. Dans un pays où on est en paix, où il n'y a pas de... Voilà, on peut pas, je pense pas que c'est des choses qui Si, peuvent fonctionner. on a bien une épargne, on a bien des banques de développement. Oui, mais qui va accepter de donner son Non, épargne à non, dans le l'État? système économique, c'est que globalement, hein, le rôle des banques, c'est d'orienter l'épargne des travailleurs vers les investissements, Oui, moyennant des taux d'intérêt. mais ça là, C'est ça c'est ça une le cœur du système solution. financier. Oui, mais c'est une solution trop extrême. C'est une solution de guerre, on va Non, dire. c'est pas extrême du tout, Parce c'est que, le système financier. C'est comme ça que mais, ça fonctionne. mais l'histoire prouve que ça a toujours été utilisé dans des cas de guerre où il fallait reconstruire un pays, etc., etc. Mais Non, pas forcément. Aujourd'hui, quand les banques font crédit aux entreprises pour pouvoir financer leurs projets, pour pouvoir financer leur développement, les banques, elles trouvent l'argent où? C'est l'épargne. ouais, C'est c'est vrai, l'épargne des clients de la banque. C'est c'est pas vrai. quelque chose d'extrême, c'est ce qui est normal. Mais moi, je ne crois pas trop à ce système-là parce que notre système bancaire n'est pas souverain. Donc, de mon point de vue, ça va être difficile Aussi. de partir dans cette direction-là. Ouais, mais Et ça demande justement l'intervention de l'État, des différents États, ou bien de l'État, comme on le dit. Donc, ça revient un peu à ce qu'on est en train de dire. Il faut mettre en place une politique étatique. Il faut mettre en place une politique étatique justement pour mettre à disposition des fonds ou bien des banques de développement ou bien des banques de financement on spécialisées, des choses comme ça. on y revient. Donc, Mais après, ça revient à ce que vous étiez en train de dire, en fait. ouais, mais après le financement participatif, là, c'est pas forcément aussi passé par l'épargne des gens. Il y a beaucoup de plateformes qui sont pas très connues Mais, aussi et pas mais je suis tellement tout à fait d'accord avec accessibles. vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, ça peut être une idée de start-up, pourquoi pas? Ah, et Romaric, toi, le futur entrepreneur. L'entrepreneur. Moi, je pense que ça dépend de la confiance de la population. En fait, il y a ça finalement. aussi. Il y a Même ça moi, aussi. je viens, On je ne pas souffre te donner merci, même merci. dans un environnement Moi, de je, traumatisme. non, Traumatisé. confiance de population, là, je pense qu'il faut laisser. Hein. L'homo economicus, il est égoïste. Hein. Et puis, il est orienté profit. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de structures pas du tout sérieuses qui ont réussi à mobiliser l'épargne publique Oui, c'est ça. sans y avoir le droit. Donc, c'est encore possible. Des gens font des tontines dans des Sur groupes WhatsApp. WhatsApp. Donc, au regard de ça, si quelqu'un veut mettre en place une start-up dans ce domaine-là, moi, je pense que le problème ne sera pas les clients, ce sera juste l'aspect réglementaire, quoi. Je travaillerai. Mais là, comme tu l'as dit, là, le fait aussi que il y a des entreprises aussi qui ont eu, à cause de leur magouille, ils ont ici aussi altéré la confiance des gens. Quand on parle des quoi on appelle ça, agri-business ou quoi. Donc, ça fait que peut-être quand tu lances un projet, les gens seront un peu plus réticents. Attention, l'agro-business, ne confondez pas l'agro-business à de l'arnaque. Hein. Ça n'a rien à Non, voir. c'est un exemple que je donne. Moi, je ne connais pas. Ok. C'est un exemple.
Boris, toi, tu n'as pas encore proposé des solutions comme ça. En fait, je voulais savoir, en termes de trucs, quelles Moi, j'ai solutions proposé une alternatives, solution. par Je vais, exemple? pour moi, s'appuyer sur la diaspora. Ça peut être une solution intéressante parce que la Ah, oui, c'est vrai. diaspora, elle n'est pas en devise. Elle a les compétences D'accord. requises et puis elle a aussi le lobby pour pouvoir, s'il le faut, faire pression sur les États. Donc, en Donc, vérité, parce que ton gars là, Boris Didier, je sais pas quoi, Didier Crabo, ou bien je sais pas, ton investisseur oh, ivoirien, oui, oui, c'est cette technique-là qu'il applique. Je crois ben qu'il oui, a un truc de financement, et puis la diaspora fournit de l'argent, et c'est ça qu'il prend pour financer ses projets. Donc, les oui. entrepreneurs, au lieu de montrer les vraies Olivier, techniques, Olivier Bragbo. voilà. Donc, les vrais entrepreneurs, au lieu de montrer les origines des vraies techniques pour réussir, eux, ils disent tu peux le faire. Donc, en vérité, ça c'est l'une des solutions. Ben oui, moi, ça peut être une solution puissante. En fait, j'utilisais juste son exemple pour dire que, genre, Mais oui, ce que tu proposes, non, c'est la solution, entre guillemets, c'est le même qu'on modèle. voit. Moi, je Voilà, c'est le pense qu'un modèle qu'il applique. modèle de ce type-là peut être une solution, Donc, effectivement. en gros, pour challenger, en fait, en termes d'innovation, ça dénomme d'énormes budgets. Il faut qu'on ait un cadre gouvernemental, mais si on n'a pas ce cadre gouvernemental, on peut utiliser d'autres techniques, comme certains des investis-fluenceurs, des entrepreneurs-fluenceurs qui appliquent pour financer des projets technologiques. Ça, c'est une solution qui pourrait aider dans l'innovation. Ouais. Et puis même les cryptos aussi. Même si, bon, on peut dire que ça va toujours dans le participatif, Mais en mais vrai, voilà. je vais poser une petite question. Récemment, on est rentré dans une nouvelle ère IA et tout. Actuellement, c'est vrai, on a les outils comme ChatGPT, on a des Google qui se battent sur la génération de vidéos et tout ça, tout ça. Pour moi, hein, on n'est pas dans un environnement où on a des gros challengers sur le continent. Tous les pays, entre guillemets, ont exploité ça pour pouvoir développer des choses localement. Pourquoi nous, de notre côté, on n'utilise pas cette technologie-là pour pouvoir se l'approprier pour répondre à des réels besoins qu'on a sur le continent, pour des entreprises sur le continent, etc., etc. Parce que bon, plein d'entreprises partout dans le monde ont utilisé, même s'ils utilisent simplement juste une API de OpenAI, mais tu vois, ils développent des outils qui sont utiles. Nous, on a un certain nombre de problématiques locales spécifiques à notre environnement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'exploite pas? Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de 1000 milliards pour essayer de réaliser ce genre de projet. Est-ce qu'on a des projets qui existent déjà? Peut-être que je ne sais pas. Bon, moi j'en connais un, mais par contre je connais pas le nom. Je connais pas le nom parce que il y a une entreprise sénégalaise qui a créé bon, je pense que ils ont créé une IA, une sorte de chatbot vocal pour permettre aux agriculteurs en fait d'améliorer le rendement. Comment ça fonctionne? En fait, c'est juste un numéro qu'ils peuvent appeler et puis ils peuvent poser des questions à l'IA. Donc, par rapport à la météo, par rapport à tout ce qui tourne autour de leur activité d'agriculteur. Donc, c'est un peu ça. Mais je me souviens plus du tout du nom. Donc, juste pour dire que c'est en Ça train de existe. venir, ouais, petit à petit, quoi. Mais pourquoi c'est pas aussi rapide en fait? Parce que pour moi, je pense pas qu'il faut 5 ans pour mettre en place des petits outils. On a vu les Occidentaux aller hyper vite avec ça, tu vois. Je pense que aussi sur ce côté-là, il y a des projets, comme Théo a dit, il y a des projets qui existent et j'en ai même vu certains dont la promotion est passée sur certaines chaînes comme TV France 24, des choses comme ça, Afrique, qui font les promotions de certaines personnes qui ont fait ces IA aussi. Je pense que la première des choses qui a fait que peut-être c'est pas populaire ou bien qu'on n'a pas adopté ça rapidement, je pense que c'est aussi la rentabilité. Parce que les gens, en Afrique ici, on a un problème aussi. Ça revient aussi, c'est au financement en fait. Faire quelque chose comme ça, c'est s'aventurer sur un chemin ou bien un parcours que tu ne connais pas, que peut-être un truc que tu ne pourras pas rentabiliser directement. Parce que ce sont des trucs, les autres pays ou bien les autres continents, ils sont orientés vers ça parce que c'était un outil de pouvoir. L'adoption de l'IA, c'était juste c'est un peu un truc de pouvoir et de souveraineté que nous, forcément, n'est pas notre priorité, par exemple, en Afrique. Quand tu vois, la Chine a fait son propre modèle d'IA, la France aussi a essayé, tant bien même mal a fait ça. C'était plus pour la souveraineté. C'était pour montrer que nous aussi, on est capable de le faire et pour asseoir aussi notre souveraineté. Ça n'a pas été peut-être, c'est pas la priorité. En fait, moi, je parle pas de la création de modèles en eux-mêmes, en fait. Le fait juste d'utiliser des éléments qui existent. Je donne un exemple. Il y a un YouTuber, je crois qu'il s'appelle Different Intelligence. Lui, c'est pas un gars qui a investi millions dans un projet. Mais lui, tranquille dans sa chambre, il a créé un petit outil. Bon, c'est pas un outil IA, mais c'est un truc qui utilise l'IA. C'est-à-dire c'est un truc qui est dédié aux entreprises. C'est-à-dire, lui, il fait une analyse pour les entreprises. Quelle image les entreprises ont sur
sur les modèles d'IA. Je donne un exemple comme ça, mais c'est juste pour dire en fait que ça, par exemple, tu n'as pas besoin d'un investissement incroyable pour pouvoir... De toute façon, même tu démarres ton projet quand tu as des clients. Tu vas peut-être payer tes API qui vont partir faire les analyses auprès des modèles IA, mais c'est uniquement lorsque tu as des clients que tu fais ça. Donc pour moi, hein, je vois pas un investissement incroyable pour ce genre de choses-là en fait. En fait, c'est juste ça en fait. Juste utiliser, exploiter la technologie. C'est de ça. Après, Théo a dit qu'il y avait... Jean-Louis, il en connaissait une peut-être. On a un problème en fait de communication. Ces entreprises n'arrivent pas à se faire connaître. Peut-être qu'il faut plus d'influenceurs technologiques pour parler de ce genre de choses-là. Non, de mon point de vue, le problème qu'on pose, c'est le problème dont on parle depuis maintenant un peu plus d'une heure. C'est-à-dire que c'est le même problème. L'IA, c'est un outil. Comme les autres innovations technologiques qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui sont des outils. Aujourd'hui, on parle d'IA. Hier, c'était le cloud, ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont des outils. Des outils qui permettent de pouvoir aller plus loin dans le développement de solutions qui ont un impact et donc qui créent des opportunités. Donc, la question, c'est quelles sont les personnes qui vont comprendre et connaître suffisamment ces outils-là pour pouvoir regarder au-delà de l'outil et voir les opportunités que ces outils-là ouvrent en termes de perspective, en termes de solutions et en termes de marché. C'est à partir de ce moment-là qu'on sort de la technique pour arriver dans l'entrepreneuriat et puis dans la création d'entreprises et donc de valeur ajoutée. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'Arnaud disait, oui, ça ne demande pas forcément beaucoup de moyens, ainsi de suite, oui et non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est quelles sont ces personnes-là que je vais appeler visionnaires qui, au travers de ces outils-là, voient des solutions impactantes justement pour pouvoir développer quelque chose en fait. Donc on n'a pas de visionnaire. Je ne le dirai pas, mais peut-être qu'il y en a, mais qui sont découragés parce qu'il n'y a pas les subventions de l'État qui vont avec, quoi. Je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Non, mais en vrai, non, mais attendez. En fait, moi je suis revenu sur un exemple concret. Hein. Le gars, il n'a pas eu de besoin de subvention de l'État. C'est juste voir l'opportunité et puis voir comment tu peux l'exploiter, en fait. Mais c'est de ça qu'on parle depuis. C'est pour ça, donc en gros, 2 points clés. Hein. C'est-à-dire, soit on a des gens qui sont peut-être pas assez formés pour voir les opportunités, et aussi il y a le fait de problème de financement. L'écosystème. Je pense que les l'écosystème de financement. Les deux problèmes vont de pair. Moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'on a la possibilité d'avoir des opportunités, mais on ne les exploite pas aussi, quoi. Mais c'est ce qu'on dit depuis, hein, je pense. Ouais. Il y a l'écosystème aussi, comme il a dit, qui fait référence à ça. Parler en termes d'IA et tout ça, tu te dis, bon, je ne vois pas trop l'importance, peut-être quand tu prends le thème de IA et sur ces applications dans le marché africain, ivoirien en particulier, tu te dis, bon, ça m'est servi à quoi de travailler sur une technologie pareille et quels sont les aboutissements en fait. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple et bête. Aujourd'hui, la majorité des call centers sont implantés en Afrique, la majorité. En Afrique et en Asie. Donc, il y a un marché qui est là. Toi, tu crées ton entreprise, tu dis, OK, un tiers, par exemple, du trafic ne va pas être généré par des humains, mais il va être généré par des IA. Et lorsque, par exemple, l'IA ne pourra pas apporter des réponses, à partir de ce moment-là, je t'envoie le trafic vers un humain. Donc, ça me rend concurrentiel de 25 ou bien de 30% en termes de coût. Un exemple. Toi, tu vas donner cet exemple-là. Maintenant, il faut montrer aussi qu'il y a une limitation dans l'esprit aussi. Parce qu'il faut regarder que tu vas donner cet exemple-là. En particulier, moi, la réalité, ce n'est pas le côté technique de vouloir faire la chose qui est problématique. Comment je vais faire pour que la chose soit adoptée? Ça devient une sorte de genre de paralysie au vide pour les Africains. Moi, non, mais c'est là que l'entrepreneur intervient. L'entrepreneur, lui, son travail, c'est de pouvoir transformer un rêve en réalité. C'est ça le rôle de l'entrepreneur. Attends, on va voir ce qu'il veut dire. Ce que je veux dire, c'est que tu même exemple là, tu me donnes par exemple dans un autre contexte, par exemple, j'avais voyagé ou bien ces idées-là, quand j'étais par exemple en voyage peut-être au Maroc et tout ça, ces idées-là, quand ça me venait dans l'esprit là, je savais que j'avais cette impression que j'avais un terreau dans lequel je pourrais réaliser ces idées. Quand tu es on te donne cette même image, cette même idée en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il y a un truc qui fait que genre, tu es bloqué dans ton esprit parce que tu te dis que ça va pas
pas aboutir parce que tu sais que ça, là, c'est comme une épée dans l'eau, en fait. Il y a quelque chose qui vient comme un blocage, en fait. Je pense que Mais est-ce que vous dans avez l'équipe de essayé consultation et de échoué avant d'arriver à cette conclusion? pardon? Est-ce que vous avez essayé et puis échoué avant d'arriver à cette conclusion? Comme il t'a dit là, c'est pas parce que moi j'ai essayé, parce que je me dis, la mentalité là, elle se transmet, c'est comme un virus. La mentalité là, quand quelqu'un, tu as vu quelqu'un te dit, non, tu vas pas pouvoir le faire à cause de toi, à cause de... C'est ça, en fait, ça s'imprègne, en fait, dans la mentalité aussi des personnes, en fait. Donc, c'est la mentalité, en fait. C'est pas que j'ai essayé, que j'ai échoué, je n'ai pas essayé. Et donc, petit à petit, ça s'imprègne, en fait, dans la mentalité de tout un chacun, en fait. Ça fait partie, en fait, moi, je pense, de l'environnement, en fait. Ça fait partie de tout ce qu'on parle de préparer l'environnement, préparer l'écosystème. Le Donc, fait ça, de c'est ne le pas gouvernement qui va le faire? le fait de ne pas le fait de ne pas Non, on n'a pas dit s'engager que là, c'est le ça gouvernement. Ok. ne pas avoir la capacité de s'engager, de prendre le risque de pouvoir réaliser un Par projet, contre, je n'entends pas Boris. Hein. ça fait partie de la mentalité des Ah, gens. toi, tu l'entends pas? Oui, Je n'entends ça fait pas. partie de cette... Je Boris, ne vais pas te dire que il y c'est a le Théo qui dit gouvernement. t'entends pas. Nous aussi, on entend les rollbacks. Je sais pas pourquoi toi, tu as le problème. Donc, je reprends. Je disais que mon ami en face, justement, était en train de poser la problématique du risque et que majoritairement, les gens pourraient être frileux à se lancer dans les projets parce qu'ils estiment que comme l'environnement ne s'y prête pas, le projet va certainement pas prospérer. Donc, ils se gardent de se lancer. À cela, moi, je voudrais répondre que nulle part dans le monde, les investissements se font sans risque. Et c'est justement ce goût du risque-là qui fait de l'entrepreneur ce qu'il est, un entrepreneur en Très fait. bien. Donc, Je suis si d'accord avec aujourd'hui, toi. au regard des difficultés prévisibles qu'on a, on dit que je ne veux pas me lancer et que c'est cet état d'esprit-là qui prévaut au niveau général, ça revient plus ou moins à ce qu'on est en train de dire. C'est que il y a justement pas suffisamment de personnes qui ont suffisamment de compétences et de connaissances dans un domaine et qui ont suffisamment de l'esprit d'entrepreneuriat pour dire que, OK, moi, je m'y connais dans ça, je m'y engage suffisamment pour pouvoir me lancer dans ce projet-là et m'engager au point de pouvoir faire face à toutes les difficultés auxquelles je vais rencontrer jusqu'à ce que ce projet-là puisse aboutir. Si, d'un point de vue général, les gens, les Africains ne sont pas suffisamment engagés dans les projets qu'ils portent, c'est un peu normal aussi que l'environnement soit pauvre en entreprise parce que une Je entreprise, suis c'est d'accord jamais avec toi. garanti. C'est C'est ça, jamais c'est tout garanti. à fait ça. Même avec les subventions de l'État. Ouais, ouais. Mais il y a un principe au fait qu'on appelle, par exemple, quand on parle aux États-Unis, on a entendu tous parler de ça, c'est le rêve américain, par exemple. Ça a été, genre, c'est une mentalité qui a été infusée par les Américains de telle sorte à dire au peuple du monde entier, tu viens chez nous, quel que soit alpha, tu vas t'en sortir. Tu vas pouvoir, grâce à tes faibles moyens, monter ton entreprise et aller de l'avant et être riche, au fait. Donc, petit à petit, il y a aussi une responsabilité cachée. Je ne dis pas que c'est à l'État de dire, ah, hey, n'ayez pas peur. Hein. Mais quand tu crées le terreau, ou bien l'endroit, ou bien l'environnement, l'écosystème fertile, là, ça fait que les gens, ils ont moins peur de se lancer. Il faut remarquer que la plupart des entrepreneurs qui viennent ici, qui viennent investir ici et qui viennent se lancer ici, là, la plupart viennent de l'extérieur. Ce sont des gens qui se sont C'est habitués. juste le cadre juridique. S'il y a un cadre juridique et il Non, y a une non, stabilité je vais politique terminer. suffisante, Je suis d'accord. de mon point de vue, c'est suffisant. Hein. Donc, je suis d'accord. Maintenant, quand je dis, c'est la plupart des... C'est vrai que le cadre juridique est là et tout ça, mais il faut que les gens aient confiance au fait, au pays ou bien à l'environnement. En fait. C'est un cadre juridique, effectivement. Tu as raison sur ce point-là, mais il y a aussi quelque chose aussi derrière. C'est-à-dire quoi? Pourquoi quelqu'un qui vient de l'extérieur, il a moins peur de prendre des risques que quelqu'un qui est dans son propre pays, qui est peut-être à la somme, au fait, il a l'argent et tout ça, mais il a moins peur, il a plus peur, pardon, d'investir, au fait, dans une activité lui-même dans son pays. Il y a des cas comme ça. Les gens qui viennent de l'extérieur, tu as l'impression qu'ils ont plus une tendance d'accepter le risque, en fait. Moi, je Vous pense avez pas, dit je qu'il n'y a pense pas pas que cette culture, exactement, la culture, d'entrepreneuriat-là n'existe pas. voilà, la culture d'entrepreneuriat aussi, elle est très faible, en fait. Donc, il y a ce volet-là aussi. On n'est pas aussi à l'aise avec le risque, on n'est pas aussi à l'aise aussi à lancer une entreprise. Mais parce qu'on a des antécédents aussi. Parce qu'on se dit que, bref, il y a la corruption, il y a des trucs comme ça existe aussi. Non, mais pour moi, Avant, les gens aussi. pour moi, les antécédents, c'est lié à la formation. De mon point de vue, c'est justement parce que les gens n'ont pas suffisamment de compétences en management et en gestion d'entreprise que justement, ils ont vu des gens se casser les dents en entreprenant des choses. Donc, au final, les gens ont peur.
mais ils ne font pas le diagnostic correct pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont cassés les dents. Parfois, ce n'est pas parce que les entreprises ne marchaient pas, c'est juste parce que les gens géraient mal. Et moi, quand je regarde majoritairement les business qui ont été développés par des locaux, majoritairement, ce que je constate, c'est que les gens gèrent mal, les gens sont trop pressés de vivre une vie de start-upers qui ont réussi, Ils sont sur le coup de de riches. Ils sont sur le coup Vous voyez? C'est ça. Quelque part, Donc, il y a une paresse, quoi. ça ne fonctionne pas. Oui, mais quelque part, c'est ça. Mais il ne faut pas aussi négliger l'aspect culturel. Quelque part, c'est aussi quelque chose de très ancré. Par exemple, si tu Mais remarques pour dans moi, nos c'est tout ça pays, qui là, fait la culture. ouais, mais par exemple, si tu remarques dans nos pays, les gens qui ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une grosse maison, des appartements et puis ils font louer, tu vois. Oui. Il y a beaucoup de gens, au lieu de voir plus loin, c'est juste ça qui les intéresse. Les gens, ils font juste que réduire leurs risques en investissant dans les domaines où ils ont vu d'autres personnes investir et réussir sans trop d'efforts. Tout simplement. Pour moi, c'est pas totalement l'aspect culturel qui le fait, mais c'est le manque de formation dans le domaine de l'investissement qui fait que les gens imitent les gens en termes d'investissement. Mais aussi, moi j'ai un point aussi. En fait, quand vous dites que les gens n'ont pas tendance à entreprendre, je suis pas trop d'accord en fait. Parce que je pense qu'il y a un souci d'éducation. Parce que si tu regardes le secteur informel dans nos pays aujourd'hui, là, c'est de l'entrepreneuriat en vrai. C'est de l'entrepreneuriat informel. Quand une femme vient déposer sa table pour vendre des trucs, quand quelqu'un décide de créer une boutique ou bien un coin de service Orange Money, etc., etc., c'est de l'entrepreneuriat. Mais c'est juste qu'il y a un souci d'éducation. Donc, les gens font avec les moyens du bord, quoi, avec ce qu'ils peuvent. Avec ce Tu qu'ils vois. Mon analyse, connaissent. Avec ce mon qu'ils analyse connaissent, sur ce c'est ça. point-là, C'est ça, non, avec mon ce qu'ils analyse sur ce connaissent. point-là, mon analyse sur ce point-là est complètement différente. Hmm. Moi, oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais j'ai envie de dire que ces mêmes personnes-là, dans nos pays, tu leur donnes un travail à la fonction publique, ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font ça par dépit. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est de la survie pour eux. Et beaucoup d'entre eux qui exercent ces métiers-là, qui ont ces entreprises-là, n'estiment même pas qu'ils ont un emploi. Ils n'estiment pas qu'ils sont en train de travailler. Ils estiment qu'ils sont en train de faire quelque chose en attendant de gagner mieux. Donc, le plus souvent, vous allez voir que ce qu'ils font là, ils le font en gardant à l'esprit que c'est quelque chose de temporaire, mais pas quelque chose à développer. Donc, je ne veux pas partir dans cette direction-là, parce que certes, dans les statistiques, lorsqu'on va faire nos analyses, tout et tout, économiques, on va dire oui, tout ça, c'est des entrepreneuriats, c'est des PME, c'est des trucs. Mais si on va dans le dur, non, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de la survie. Si, parce que souvent ces entreprises ne sont pas vouées à croître en fait. C'est juste pour Ces avoir de entreprises ne sont même pas l'argent. créées pour être des Ouais. entreprises. Si. Ces entreprises sont créées pour avoir des moyens de subsistance. C'est vrai. Ah Voilà. là là, un problème de compétences. Les gens sont pas. On revient au même niveau. Ouais, donc on revient Donc, à il faut- l'état, Il l'éducation. faut une meilleure éducation. Meilleure Il faut une meilleure éducation, éducation. environnement incitatif pour revenir à ce que vous dites. Et puis, encourager ceux qui ont les moyens d'investir à investir dans des entreprises. J'ai envie de dire ça tout simplement. Ouais. Les gens n'investissent pas dans des entreprises, les gens ne créent pas des entreprises. Les gens créent des activités, les gens créent des petits business ou bien, voilà, ils vont construire des maisons et puis voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens dans nos États. J'aime bien à dire qu'il est plus facile de trouver des véhicules de luxe en 10 minutes dans nos capitales plutôt que dans une vieille capitale européenne. Ça veut dire que les gens ont les moyens financiers, seulement que les gens n'ont pas la culture de l'investissement. Ouais. Donc, je peux compter sur Boris, le cas où je lance mon application, il va investir. Il n'y a pas de souci, il n'a pas ton compte. Est-ce que toi tu es formé pour lancer un truc pertinent? Moi, Non, ce t'inquiète, c'est lui qui va investir. que je dirais, c'est que vous avez la technique au niveau technologique. Moi, j'ai la technique au niveau financier. On peut fédérer nos compétences pour pouvoir monter quelque chose et puis chercher le financement ensemble pour pouvoir créer des solutions impactantes, comme j'aime bien le dire. Je pense à point, oui. Merci. Mais oui, forcément, je suis partant. Ah, les entrepreneurs. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, moi je pense qu'on Mais on parle de diaspora, donc on attend tes économies ici. Hein. Mes économies. Moi, On parle de diaspora. Tu n'as pas voulu dire où tu es, mais tu n'es pas en Côte d'Ivoire, monsieur. je vais faire ce que tout le monde fait. Moi, il m'a mis dans le pied. Voilà.
Voilà, Donc c'est Thomas, dans ton panel. quand tu es venu parler, tu as parlé, tu n'as pas peur, tu as peur des risques aussi. Voilà, c'est dans Viens ton mettre dans la panel. pierre, viens mettre dans la pierre. Mais le Voilà, jour... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a. C'est qui? C'était Théo, non, qui disait qu'il voulait. Je me trompe pas, Non, non? c'est Roma, c'est Roma. Ouais, c'est vraiment. Voilà, Romaric veut développer quelque chose, lui, il a l'idée, il a les idées techniques. Moi, je vais l'accompagner, je vais le conseiller au niveau financier, management. Maintenant, toi, malgré ça, tu n'as pas investi pour qu'on puisse créer quelque chose. Et puis, on est en train de débattre dessus. Non, moi j'encourage les gens, hein. Pas dit que moi. Bon, voilà le problème. Je crois Je pense que que le live talk c'est est plus clos. complexe qu'on pense. C'est plus Le live talk est clos. On n'a plus rien à dire. J'ai assez souffert, j'ai assez donné. Ah là là, bon, tout ça va être coupé. Bon, je pense que... fatigué. Je pense qu'on a bien conclu. Boris a bien fait la conclusion. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc, si vous pensez que on a bien couvert le sujet aussi, vous pouvez laisser un like ou si vous abonner. On va sortir des épisodes. On n'est pas assez régulier, mais bon, on le fait sur notre temps libre, on fait de notre mieux. Mais ce qui est sûr, il y aura quand même des épisodes qui vont sortir. Et n'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets en commentaire, aussi à donner votre avis sur ce sujet. Si vous avez des avis un peu qui diffèrent un peu de tout ce dont on a abordé, vous pouvez nous le dire en commentaire. Le débat continue dans les commentaires, en fait. Ouais, c'est ça, le débat. Nous, on n'a que lancé le problème et puis voilà. On a donné nos avis. On est nombreux en Afrique, tout le monde peut donner son avis. Et pas seulement qu'en Afrique, hein. Même des Occidentaux peuvent donner leurs avis. Sur ce, on va se retrouver dans un prochain épisode une prochaine fois.